14h, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Club Le Châtelier. Je suis ravie de vous retrouver avec toute l'équipe. Un couvre-feu avancé, envisagé dans les zones où l'incidence de virus est trop élevée. Le ministre de la Santé a donc choisi l'option light proposée par le Conseil scientifique, mais de très nombreuses questions se posent. Quid des enfants à l'étude jusqu'à 18h? Quid des activités périscolaires? Quid des salariés? Les entreprises seront-elles obligées de libérer ceux dont la présence n'est pas indispensable après 18h? Eh bien, la décision sera prise vendredi pour une application dès samedi. Ça semble être une logistique très compliquée à mettre en place. Arnaud Robinet, le maire de Reims, sera avec nous, la vice-présidente de l'Association des maires de France également. Le gouvernement est-il, avec cette option, trop timoré et critiqué par de nombreux élus qui ne comprennent pas l'attentisme qui est assumé d'ailleurs? Quelle efficacité attendre d'une telle mesure? Ça a déjà marché, notamment en Guyane, on y reviendra. Pour ce qui concerne le mois de janvier, les fameuses clauses de revoyure semblent bien avoir du plomb dans l'aile. À 15h, le ministre de la Santé attendra son tour pour se faire vacciner. Pas d'urgence, manifestement. Le gouvernement assume la lenteur de la campagne vaccinale. Certains hurlent à l'urgence. Si 40% des Français sont d'accord pour se faire vacciner, vaccinons-les tout de suite. Voilà ce qu'ils disent. Aucune justification à leur demander d'attendre leur tour. On en débattra ensemble sur ce plateau. Et puis à 15h30, les smicards chouchous du quinquennat. C'est la question que posent nos confrères du Parisien qui se sont procurés une note de Bercy. D'après les chiffres, leur pouvoir d'achat a augmenté. Alors on décortiquera cette info évidemment et on y apportera la contradiction et vous verrez que ça n'est pas si simple que cela. Voilà pour le programme. Eh bien on va commencer tout de suite avec ce couvre-feu, donc avancé de 18 à 20h. En compagnie de Valérie Nataf. Bonjour Valérie. Vincent Perrault est avec nous aussi. Bonjour mon cher Vincent. William Tay, bonjour à vous. Bonjour. Merci de nous accompagner pour ces 2 heures d'émission. Président du think tank Le Millénaire, et le docteur Turamulot est avec nous. Bonjour docteur, médecin généraliste. Merci également à vous d'avoir accepté de venir débattre sur ce plateau. Alors, un couvre-feu envisagé donc dès 18h, dès samedi, dans ces départements que vous voyez sur cette carte qu'on va vous présenter. Alors attention, ça n'est pas exhaustif, ça sera entre autres en fonction du taux d'incidence. Le problème, c'est que la décision sera prise vendredi pour une mise en application samedi. Alors évidemment, beaucoup de questions d'organisation se posent. Alors déjà, docteur, sur la mesure en elle-même, est-ce que ça vous paraît intelligent? Non, pas vraiment. Pour être honnête. Mais très bien, soyez honnête. On sait bien que la contamination se fait le plus fréquemment en milieu familial ou au milieu du travail. Donc vraiment, changer de 2 heures, je trouve ça un peu ridicule, pour être honnête. Alors, c'est vrai qu'on se pose la question, Valérie, qui ça vise? Qui est dehors entre 18 et 20 heures, à part pour rentrer du boulot? Alors oui, c'est les gens qui rentrent du travail, qui vont chercher leurs enfants à l'école. Ce sont tous les gens dont l'activité se passe en extérieur, parce qu'il y a les chantiers, il y a les transports. Voilà, tous les gens qui sont dehors entre 18 et 20. La mesure, donc j'entends ce que vous dites sur le fait que si les contaminations sont effectivement le plus souvent dans la sphère privée, ramener les gens plus vite dans la sphère privée, ça ajoute à la dangerosité. Ouais. Mais en même temps, est-ce que c'est pas simplement une mesure psychologique? Est-ce que c'est pas une fois de plus une manière, on est sur une stratégie de la peur depuis le début, et qui consiste à dire aux Français, vous voyez la situation est grave, donc on applique un couvre-feu. Là pour le coup, ce sera vraiment le cas. On rentrera chez soi une fois la nuit tombée. Est-ce qu'on peut se permettre de prendre des mesures uniquement psychologiques? C'est ça la question, parce qu'il y a une urgence. Alors c'est vrai que ça va poser un certain nombre de problèmes d'organisation, il va y avoir un certain nombre d'exceptions sans aucun doute. Vous avez d'ailleurs posé la question ce matin à Hervé Morin, que l'on va écouter tout de suite. Sur le couvre-feu, 18h, je vous pose des questions simples. On va avoir un système d'une complexité et d'une bureaucratie incroyable, parce qu'il va falloir des dérogations en tout. Je vais chercher mon môme à la crèche après 18h. Je rentre du lycée après 18h. Je rentre du boulot, pour beaucoup de Français, bien après 18h. J'ai des dérogations. C'est quoi? À qui vise-t-on? C'est vraiment la question qu'on posait tout à l'heure. Bonjour Arnaud Robinet, le maire de Reims. Merci d'être avec nous. Vous militiez pour un confinement rapide, mais un confinement immédiat. C'est vrai que la liste des questions, elle va être sacrément longue. On fait quoi avec les enfants qui vont à l'étude? On fait quoi avec les crèches? On fait quoi avec les salariés? Il va falloir être drastique. Ou alors il va y avoir une liste d'exceptions plus longue que le bras et finalement ça ne servira pas à grand-chose.
J'ai l'impression qu'en France, on aime tout ce qui est compliqué. Il est vrai que la mise en place d'un couvre-feu, qui plus est à 18h, va engendrer quelques difficultés en termes d'organisation, aussi bien pour les collectivités que pour les familles. Cela a été souligné il y a quelques instants. Quid, je dirais, des personnes qui travaillent, quittent leur travail à 18h, à quel moment vont-elles faire leurs courses alimentaires, la question du périscolaire dans nos écoles, la question de la gestion des équipements municipaux, puisque les associations sportives avaient eu l'autorisation de pratiquer des sports pour les enfants et après 18h, donc quid de cette gestion d'équipements sportifs. Beaucoup de questions du quotidien que je me pose en tant que maire, mais également en tant que citoyen rémois. Un conseiller du ministère de la Santé nous dit, par exemple, il n'y a pas de raison que les crèches ferment à 18h, puisque les assistantes maternelles, à l'heure actuelle, peuvent travailler après 20h. Ça veut dire qu'il n'y aura que des exceptions. Alors voilà, c'est-à-dire que si on fait exception sur exception, on voit bien que ce couvre-feu n'a aucun intérêt. Encore une fois, je crois qu'on n'a pas anticipé et qu'on va être encore dans la réaction, on va réagir face à l'évolution de l'épidémie. Ce que je proposais avec d'autres élus du Grand Est, c'était un confinement rapide de 10 à 15 jours au moment des fêtes de Noël, justement, puisque les enfants ne sont pas à l'école, les restaurants sont fermés, le monde culturel n'a pas repris son activité, et ce qui permettait d'appréhender au mieux cette rentrée 2021. Je crois qu'on a besoin, en tant que citoyen, de perspectives de sortie de crise. Et malheureusement, je crois que là, c'est reculer pour mieux sauter. Il y aura, à mon avis, j'espère me tromper, je le dis sincèrement, mais je pense qu'il y aura un confinement durant le mois de janvier, en pleine période de reprise économique. Je pense à la question des soldes. Je pense également aux perspectives données au milieu culturel, aux restaurateurs, aux cafetiers. Je crois que malheureusement, nous ne sommes pas encore sortis de cette crise et qu'on manque de perspectives de sortie de cette crise. Merci infiniment Arnaud Robinet d'avoir été avec nous en direct donc de Reims. William T, on recule pour mieux sauter, c'est votre opinion aussi? Moi là où je suis d'accord avec le gouvernement, c'est qu'on a évité le confinement pour l'instant. Pour l'instant, on a évité le confinement, donc c'est plutôt une bonne mesure. Je pense que le couvre-feu a été mis en place pour éviter un seul type de rassemblement, c'est les rassemblements privés. Parce que ce qu'on a vu globalement lors du premier couvre-feu, c'est qu'entre 18 et 20 heures, les gens se rassemblaient en fait avant 20 heures pour passer un moment ensemble. Et après, du coup, ils rentraient chez eux. C'est-à-dire qu'ils n'allaient pas dîner chez les copains, mais ils allaient prendre l'apéro. En fait, le couvre-feu avancé à 18h, ça veut dire concrètement, on interdit les rassemblements familiaux pour laisser l'économie repartir, pour laisser les gens travailler, pour laisser les gens partir dans les commerces, mais éviter tous les rassemblements familiaux. Je pense qu'on peut envisager aussi une mesure complémentaire, si par cas l'épidémie repart, c'est pour éviter le reconfinement, c'est éventuellement une sorte de confinement partiel, mais uniquement les week-ends, pour éviter les rassemblements familiaux, parce que comme vous l'avez dit, les deux types de contamination, c'est les lieux de travail et les rassemblements familiaux. On peut pas, on est obligé de laisser les gens repartir travailler parce qu'on a besoin de payer la crise, sauver l'économie, faire repartir l'économie, faire repartir l'activité. Et puis le confinement a un coût psychologique important. Donc je pense que c'est plutôt une bonne mesure, dans la mesure où il y a une liste de dérogations nécessaires pour que les gens aillent faire leurs courses, aller chercher les enfants à leur crèche. Mais ça évite, pour moi, c'est uniquement pour... C'était quand on a eu un débat sur l'interdiction des rassemblements familiaux, c'est uniquement une mesure pour interdire les rassemblements familiaux. Mais c'est vrai que ça va être une organisation, Vincent Perrault, qui va être complètement... Parce qu'il faut quand même rappeler que la décision pour ces départements, alors on en a listé une vingtaine, ça sera sans doute moins, ça peut être plus la semaine prochaine, ça sera en fonction notamment du taux d'incidence et du taux en réa, du taux d'admission en réa, mais la décision sera prise vendredi, pour une application samedi. Oui, c'est hyper court, évidemment, y compris pour la partie que je connais, les chefs d'entreprise. Mais j'ai envie de dire qu'ils ont l'habitude, malheureusement, et ils se sont adaptés dès le mois de mars. Dès le mois de mars, ils ont pris, on le voit bien dans les entreprises, des mesures ont été prises pour les salariés, il y a le télétravail, il y a eu des modulations d'horaires, d'équipes tournantes, il y a eu des adaptations, et ça, ils savent très bien le faire. Non, c'est un petit coup de canif supplémentaire pour la production, la productivité. Et aujourd'hui, si on empêche les gens de travailler, d'être vraiment à leur boulot et de produire, on donne ce coup de canif à l'économie qui n'est pas bon du tout. Parce qu'il faut préciser quand même que dans les grandes métropoles, quand on travaille dans une grande métropole, on n'habite pas forcément dans une grande métropole. La question, elle est là. Et que pour être chez soi, la question des transports, il va falloir adapter l'offre de transport à ces couvre-feux très localisés dans des métropoles ou dans des départements pour éviter qu'il y ait pour le coup des clusters dans les transports. On se rappelle tous les images de ces métros ou de ces trains bondés. Est-ce qu'il y aura assez de temps pour que l'offre de transport puisse être adaptée aux nouvelles consignes? Là, c'est un gros point d'interrogation. Parce que ce sont les déplacements, docteur, qui posent problème, en vrai.
Non, ce sont les rassemblements, ce n'est pas les déplacements. Mais Oui, mais dans les transports, déplacements, dans les transports, les gens, la majorité portent des masques. C'est vrai que les transports, de toute façon, on ne peut pas les éviter. D'accord ? Ce qu'on peut éviter, c'est des petits rassemblements où les gens enlèvent le masque. C'est vraiment ça le point essentiel. Donc que les gens vont se rassembler entre 6 et 8 heures, franchement, alors qu'ils seront en train de rentrer chez eux, je ne vois pas comment ils vont faire. Oui. Mais franchement, moi, je crois que c'est une mesure, comme vous disiez, un peu soft, pour se garder, pour pouvoir faire la mesure hard derrière. Oui, donc ça. On a dit que le confinement était la dernière extrémité. Donc, oui, voilà. Ouais. Et que là, sur le plan psychologique, les Français, je crois, ne sont pas prêts à certainement pas un confinement national, mais je crois que vraiment la demande de certaines maires d'un confinement local, c'est dommage qu'il n'a pas été entendu, parce que là, il y avait vraiment le soutien des autorités locales. C'est un peu le supplice de la goutte d'eau. Alors ça va être le suppliciel aussi, si j'ose dire, le mot est peut-être un peu fort, mais aussi pour les policiers, parce que les citoyens lambda, comme vous et moi, c'est compliqué. Et il y en a qui vont devoir faire respecter ces règles-là. Écoutez. C'est très difficile de pouvoir faire respecter ces règles-là, surtout à partir de 18h. On a encore beaucoup de personnes qui rentrent du travail. Donc c'est assez compliqué. Est-ce qu'on nous donne assez de moyens pour pouvoir contrôler, bien sûr, toutes les personnes qui circulent sur notre territoire après 18h? Ça nous paraît quand même très difficile sur l'application. Voilà. Et encore une fois, il va falloir s'adapter en moins de 24 heures pour ce qui concerne les policiers. Ce qui est quand même, il faut quand même un peu dire les choses. C'est la première fois depuis le début de cette pandémie qu'on a une demande des élus locaux pour des mesures un peu drastiques. Rappelons-nous, lorsqu'il y a eu des choses qui sont passées à Marseille, les élus locaux étaient très mécontents. Il y a eu une espèce de fronde. Rappelons-nous les maires qui appelaient à l'ouverture des commerces dits non essentiels alors qu'on demandait de les fermer. Donc, ce que je trouve dommage, c'est d'avoir eu une telle demande des élus locaux pour des mesures plus dures et finalement rester à une demi-mesure. Ouais, c'est ça. Je trouve que ça ne donne pas le bon message. Alors, on va y revenir parce que la vice-présidente de l'AMF est avec nous, mais je voudrais d'abord qu'on voit avec vous Anne-Sophie Châtenay, parce que depuis tout à l'heure, on critique beaucoup, mais des mesures de couvre-feu, il y en a déjà eu dans des zones dans lesquelles ça a vraiment marché. Oui, alors déjà, depuis le 15 décembre, la France est sous couvre-feu de 20h à 6h du matin. Et si on regarde depuis le 15 décembre, les chiffres d'admission en réanimation, c'est un premier chiffre que je voulais vous montrer. Alors, il y avait déjà une tendance à la baisse, mais on voit que le 15 décembre, on était à 2871 admissions en réanimation. Hier, on était à 2666. Donc, depuis que le couvre-feu a été instauré en France, on voit bien qu'on est sur un plateau avec une légère baisse des taux d'admission en réanimation. En Guyane, depuis la fin du confinement en mai, le couvre-feu a été instauré. Alors, les heures de ce couvre-feu ont évolué, mais le couvre-feu le plus dur avait été instauré fin juin, au moment où l'épidémie repartait très fortement. À ce moment-là, il y avait couvre-feu de 17h à 5h du matin. Et au début du mois d'octobre, l'Institut Pasteur et plusieurs médecins de Guyane ont pu en fait revenir sur les effets de ce couvre-feu. Et pour eux, c'est clair, le couvre-feu a été bénéfique puisqu'en 3 semaines, le taux de reproduction du virus est passé de 1,8 à 1,1. Le taux de reproduction, c'est le nombre de personnes qui sont contaminées par un malade. Donc pour eux, c'est clair, en fait, le couvre-feu a permis de contenir l'évolution de l'épidémie. Ça a aussi permis de soulager le système hospitalier. Et un des médecins de Guyane, un épidémiologiste, expliquait que pour lui, le couvre-feu, c'est le bon outil parce que contrairement à un confinement qui est une mesure très dure, le couvre-feu, on peut entre guillemets un peu plus jouer avec. Quand l'épidémie s'accélère, on peut élargir la durée, les heures de couvre-feu. Et puis, au contraire, quand la situation s'améliore, on détend les heures du couvre-feu. Donc, pour lui, c'est un meilleur outil que le confinement. D'ailleurs, en Guyane, il y avait eu ce que vous disiez, William Tay, tout à l'heure. Il y avait eu un couvre-feu à partir de la mi-journée, le samedi, le week-end, le samedi et le dimanche. Agnès Lebrun, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes vice-présidente de l'Association des maires de France. On va revenir sur le fait que les élus locaux sont mis dans la boucle, alors peut-être pas suffisamment écoutés. C'est l'effet pervers, mais on va y revenir dans une seconde. Simplement, votre avis à vous. Alors vous, dans votre zone à vous, vous n'êtes pas concerné, mais comme vous êtes à l'Association des maires de France, votre avis nous intéresse sur cette mesure d'abaisser l'heure de rentrer chez soi à 18h. Je crois que l'autorité sanitaire et l'État ont la responsabilité de la santé. Donc, on peut toujours donner un avis et dire « je pense qu'il aurait mieux valu faire comme ci ou comme ça ». Le sujet, je pense, n'est pas tout à fait là. Le sujet est la confiance.
Le sujet, c'est exclusivement la confiance. Les autorités locales, les maires, sont la passerelle indispensable entre ce que l'État décide et la population. C'est-à-dire que ce sont eux qui sont au front, ce sont eux qui sont au quotidien au contact de la population et qui sont capables de rendre acceptable une décision de l'État. Or là, évidemment, on voit bien la grande perplexité des élus locaux, particulièrement ceux du Grand Est, qui ne voient pas pourquoi ils n'ont pas été entendus. Non pas parce qu'ils imaginent avoir la science infuse, c'est simplement parce que tout ce qu'ils ont avancé comme mesure, tout ce qu'ils ont avancé comme proposition, était la traduction de ce qu'ils vivaient au quotidien aux côtés de leur population. Et les exemples qu'on vient de voir, que ce soit la Guyane, on a parlé du Grand Est, mais on pourrait parler de Nice aussi, eh bien, prouvent une seule chose, c'est que ce qui vaut à un endroit ne vaut pas à un autre, parce que les modes de vie sont différents, parce que les situations sont différentes. Donc, ce qui est dommage, c'est que ce pacte de confiance n'ait pas été opérationnel entre l'État et les autorités locales, et particulièrement de façon réactive. Parce que il y avait quand même des élus. Il y a maintenant plusieurs jours. Il y avait quand même des élus locaux, Agnès Lebrun, qui ne réclamaient pas ce confinement. Je pense par exemple à Christian Estrosi à Nice, qui lui avait d'autres idées, qui ne réclamait pas ce confinement. Je voudrais qu'on revienne un petit peu en arrière. On vous a ressorti quelques archives de Jean Castex, des mois, depuis qu'il a été nommé à Matignon d'ailleurs, sur le fait que tout cela se ferait en concertation avec les élus. Écoutez. Je m'étais fait le défenseur à l'occasion de la mission qui m'avait été confiée par le précédent gouvernement sur le déconfinement du couple maire-préfet de département. C'est pour moi l'occasion de saluer, mesdames et messieurs, le travail partenarial très fort dont j'ai encore vu une trace manifeste ici à Montpellier, en particulier autour du couple maire-préfet de département que j'avais fortement recommandé. Tout le monde est mobilisé. Je remercie une nouvelle fois Monsieur le Préfet, les élus locaux, le couple maire-préfet. Alors Agnès Lebrun, ce qu'on nous dit au ministère, c'est que l'objectif de la concertation avec les élus, c'est pas de parler des modalités du couvre-feu, mais de l'opportunité de le faire ou pas. Mais sur ces fameuses règles de couvre-feu, ça sera les mêmes règles que le couvre-feu actuel, même si elles pourront être ajustées au cas par cas. Donc en fait, ça veut dire quoi? Qui va décider quoi? C'est ça qui est très difficile, c'est que la bureaucratie prend toujours le pas. L'intention du Premier ministre est tout à fait sincère. Personne ne lui fait un procès d'insincérité. Je pense que vraiment, il a la volonté que le couple préfet-maire fonctionne. D'abord parce qu'il a été élu local lui-même et qu'il sait très très bien que quand ça marche bien entre le préfet et le maire, il n'y a pas de problème. Le sujet, il est que tout se fait au petit pas. Et chaque difficulté en amène une autre. Vous parliez de Christian Estrosi. Ça a très bien marché. Pourquoi? Parce qu'il a su faire valoir la situation particulière de son territoire, puisqu'il il a une situation qui est frontalière avec Monaco et avec l'Italie. Il a une augmentation des vols qui l'a amené à s'interroger et à proposer le couvre-feu, et il en est très satisfait. Très bien. Mais de l'autre côté, vous avez Jean Rotner, par exemple, dans le Grand Est, qui lui vit une toute autre situation et qui en a fait part et qui n'a pas été entendu. Pourquoi? Parce qu'il y a autant de relations dans les couples, si je puis dire, de maire-préfet qu'il y a de préfets et qu'il y a de maires. Et donc, s'il n'y a pas de consignes tout à fait claires, transparentes, peut-être un peu aussi autoritaires, données au préfet pour que la qualité de la relation avec les élus locaux soit vraiment de la concertation et de la qualité participative, et pas seulement un qui écoute et l'autre qui décide, et un qui exécute et l'autre qui décide, et bien évidemment, ça grince. Et c'est ça qui se passe. C'est que sur tout le territoire, il y a des fonctionnements extrêmement différents avec les services de l'État, suivant la tradition, suivant la formation aussi peut-être des préfets. C'est très variable. Et sur ce point, je pense que le Premier ministre, dont l'attention, encore une fois, je pense, va dans le bon sens, eh bien, doit aller plus loin pour que, peut-être, par la vérification, eh bien, le fonctionnement entre le maire et le préfet soit de meilleure qualité, parce que, bien souvent, les témoignages que nous avons montrent que le maire est mis au courant. Mais être informé, ça n'est pas être concerté. Merci beaucoup. Merci Agnès Lebrun d'avoir été avec nous. C'est vrai que c'est intéressant ce que dit Agnès Lebrun, pour le coup vraiment élu de terrain et qui voit exactement comment ça se passe. Alors il y a quand même certains élus
qui sont plutôt satisfaits de ce qui a été annoncé hier par Olivier Véran. Le fait que ça vienne, que ce soit tamponné par les maires ou par les préfets, Valérie, ça va participer de l'acceptation quand même. Ça sera plus simple à accepter que quand on parlait de Marseille tout à l'heure, où ça avait été... Oui. Quand les élus sont d'accord avec les mesures, ça va être plus facile. Mais là, on parlait de Jean Rottner qui trouvait que c'était trop peu, trop tard. Donc là, ça va être plus difficile à faire accepter à la population. D'autant que dans le Grand Est, rappelons-nous qu'il y a eu un traumatisme énorme lors de la première vague parce qu'il y avait des situations terribles. Donc je comprends que Christian Estrosi trouve que tout ça est très bien. Il a obtenu gain de cause sur, on y reviendra j'imagine, une vaccination anticipée dans sa ville, etc. Mais pour les élus qui ont plaidé pour des mesures plus dures, et j'entends ce que vous disiez, vous avez raison, on va au couvre-feu pour ne pas parler tout de suite de confinement, mais quand c'est réclamé par le terrain, je dois dire que je suis perplexité. C'est vrai que je suis perplexité, jolie expression. C'est vrai que c'est difficile à comprendre, William T. Les élus ont toujours demandé à être associés. Là, ils demandaient pour certains, des décisions plus fortes. Et puis le gouvernement n'en profite pas pour les prendre, ces décisions plus fortes. C'est quand même assez incompréhensible. Moi, étonnamment, je pense que j'ai montré que j'étais plutôt contre la politique du gouvernement. Là, c'est plutôt une bonne mesure. Le confinement, et vous l'avez montré dans plusieurs documents, notamment dans le 24 heures Pujadas, que c'est le couvre-feu qui est plus efficace que le confinement en termes de ratio, efficacité et radicalité de la mesure. Je pense qu'il faut éviter à tout prix le confinement parce que le confinement provoque beaucoup de troubles sociaux, économiques, ça tue les petits commerces et puis les gens ont des difficultés chez soi notamment, etc. Je pense que c'est une bonne mesure et si effectivement ce qu'on pourrait faire éventuellement c'est que les maires soient en suggestion de mesures. Mais après, ça reste au gouvernement, c'est le gouvernement qui est responsable avec ses représentants territoriaux qui sont les préfets. Et au final, la responsabilité, je comprends le gouvernement parce que la responsabilité est portée sur eux, pas sur les élus locaux. Donc les élus locaux peuvent dire oui, nous demandons des mesures plus dures, mais ceux qui vont payer le coût politique, le coût économique, c'est le gouvernement. Donc le gouvernement est là en dernier ressort, il est élu par les Français au suffrage universel direct. Donc c'est eux qui sont responsables et c'est eux qui sont garants de l'unité nationale et de la cohérence des mesures. Avec un gouvernement, docteur, qui s'appuie quand même sur des conseils ou sur des blouses blanches, comme on le disait au tout début de la crise. Derrière chaque décision, il y a une blouse blanche, c'est encore le cas quand même. Oui, mais c'est très général. C'est ça le problème, que là on est dans des problématiques très locales. Et vraiment, je ne vois pas comment le gouvernement peut critiquer ou mettre en question les décisions qui sont prises localement avec des gens qui observent localement la situation, comme disait Valérie, d'un traumatisme dans le Grand Est, où il y a une demande, effectivement. Alors, on ne parle pas de confinement de mois, on parle peut-être de quelques semaines simplement pour baisser l'incidence, diminuer la pression dans les services hospitaliers, vraiment de façon localisée. On a vu maintenant que tout est basé sur les statistiques. Donc, il suffit simplement, comme on les a pour chaque département, pourquoi pas écouter vraiment les demandes locales. Vraiment, ça, moi aussi, je ne comprends pas très bien. Vous ne comprenez pas très bien. On va revenir dans quelques secondes et continuer notre conversation en s'appuyant sur les chiffres, justement. Qu'en est-il vraiment de ces chiffres, ces courbes, notamment d'hospitalisation? Puis on reviendra sur le Conseil scientifique qui, en fait, avait proposé 3 options et le gouvernement a choisi l'une d'entre elles. À tout de suite. Quasiment 14h30, c'est l'heure du journal. Ça y est, c'est fait. L'accord sur le Brexit a été signé ce matin, in extremis évidemment, par la présidente de la Commission européenne et le président du Conseil européen. Le document est reparti à Londres par avion de la Royal Air Force. Au tour de Boris Johnson de le signer avant demain soir, vous le savez. Cet accord entrera en vigueur comme prévu demain soir à minuit. C'est un accord juste et équilibré, voilà ce qu'a dit Charles Michel. Nous serons, a dit Boris Johnson, un voisin amical, meilleur ami et allié de l'Union. Un couvre-feu avancé pour certains départements, c'est ce qu'envisage le gouvernement en concertation avec les élus locaux et les préfets, même si certains sont déçus. La décision sera prise vendredi pour application dès samedi. Dans les zones où le taux d'incidence est trop important, il sera désormais interdit de sortir après 18h, sauf exception bien sûr qui reste à expliquer. En tout cas pour les commerçants, ça semble assez clair. Comment réagissent-ils d'ailleurs du côté de Reims, Maureen Bajac ?
Eh bien, ce sont, Bénédicte, les premiers inquiets. Vous voyez, ils sont autour de nous, ces commerces de proximité, parce qu'à partir de samedi, 18h dans cette rue, il ne pourra plus y avoir personne. Alors, difficile pour Pauline, la coiffeuse que nous avons rencontrée ce matin, qui ouvre déjà à 8h tous les matins pour accueillir au plus tôt le plus de clients. Elle pourrait perdre 20% de son chiffre d'affaires. Et puis pareil, si vous voulez aller chercher votre baguette chez Frédéric, le boulanger, eh bien impossible. Après 18h, lui pourrait perdre 10% de son chiffre d'affaires. Alors le couvre-feu, je vous le rappelle, eh bien l'enjeu, c'est de freiner le virus, parce qu'ici, au CHU de Reims, 95 patients Covid, dont 15 en réanimation actuellement. Merci Maureen, avec Harmonie Pondignaga pour les images depuis Reims. 100 000 policiers et gendarmes mobilisés pour sécuriser le réveillon et surtout vérifier que les Français respectent le couvre-feu. Je vous rappelle donc que pour l'instant, c'est 20h partout en France et la consigne est claire. Tolérance zéro pour éviter la flambée épidémique. Si vous bravez l'interdit, ça vous coûtera 135 €. Écoutez ce syndicaliste policier. Il ne s'agit pas de mettre un policier derrière chaque porte de pavillon, chaque porte d'appartement, mais si nous assistons à une fête géante avec un cluster géant, s'il y a une réticence, s'il y a un obstacle à ce que nous constations les infractions à l'intérieur du domaine privé, dans ce cas-là, ce serait un avis au procureur de la République qui nous donnerait l'autorisation d'intervenir. Et les Français sont très réfractaires au vaccin. C'est un sondage mondial qui a été effectué. On s'aperçoit qu'on est très mal positionné, championne du monde même des pays réfractaires. Je vous rappelle que 4 Français sur 10 seulement sont prêts à se faire vacciner. Il y a de moins en moins de Français qui sont prêts à passer à la vaccination. Profitez pleinement de votre programme avec Shiva, ménage et repassage à domicile. Shiva, on a tous besoin d'attention. Retour sur le plateau du Club Le Châtelier. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Alors de façon très concrète, le gouvernement est-il trop timoré avec ses décisions? On va regarder les chiffres d'hier pour commencer. Alors on sait qu'ils sont compliqués à interpréter ces chiffres parce qu'il y a eu des jours fériés. Hier, un peu plus de 11 000 nouveaux cas positifs. On est bien loin de l'objectif des 5 000 dont on a bien l'impression qu'on l'a oublié d'ailleurs. 388 personnes sont décédées ces 24 dernières heures et 24 000 personnes en tout sont hospitalisées, c'est-à-dire 25 de plus qu'hier. Une courbe des hospitalisations peut-être, je ne sais pas si on va la regarder. On sait, docteur, qu'a priori, il vaut mieux regarder la tendance. Et on voit bien que la tendance est quand même au plateau quand on regarde cette courbe-là. C'est ça qui est important ? Vraiment, pour avoir la même chose que la première courbe, il faudrait à nouveau un reconfinement complet. C'est pas possible. Donc on va avoir une très légère diminution qui est ce fameux plateau et on n'est pas prêt à s'en sortir. Et je vous rappelle que le chiffre 5000 était presque symbolique puisque c'est le chiffre qui permettait à mettre en place cette fameuse stratégie de tester, alerter et protéger de façon efficace. Là, c'est pas possible. Peut-être qu'ils étaient un petit peu trop optimistes, parce que pour arriver à 5000 de nouveaux cas dans un pays de 66 millions d'habitants, franchement, ça me paraissait un peu dérisoire, vu la circulation du virus partout dans le monde. Ce que vous nous dites, en fait, c'est que quand on est au-delà de 5000, on ne peut plus gérer notamment l'isolement. C'est impossible, il n'y a pas assez de monde pour ça. Donc la seule solution, c'est de confiner. En fait, c'est ça. Non, c'est d'avancer à petits pas pendant qu'effectivement on lance ce fameux programme de vaccination. Oui. Mais on ne peut pas espérer d'arriver à 5000. Ça me paraît impossible. Ça a l'air oublié, ceci dit. Un confinement. Oui. Mais ce confinement, vraiment, je crois, je suis d'accord avec l'autre personne sur le plateau, qu'il n'est pas possible. Il est juste impossible dans l'état actuel des Français. Alors, on va rappeler qu'il y a eu un avis du Conseil scientifique qui a été rendu public hier, qui est daté de la semaine dernière. Alors, qu'est-ce qu'il prévoyait? On va écouter le professeur Amouyel à ce sujet. Le Conseil scientifique, dans son avis, a fait 3 options. La première, qui est quelque part des mesures préventives, comme je les ai indiquées dans la tribune, c'est-à-dire un confinement de très courte durée ou un couvre-feu plus intense de très courte durée pour limiter les déplacements le soir du Nouvel An. Il a proposé une deuxième option qui est d'attendre à peu près 4 à 5 jours de voir quelle est plus ou moins la tendance de l'impact de ces fêtes et d'installer des couvre-feux prolongés
dans les zones où le virus circule le plus, c'est-à-dire essentiellement, pour simplifier, les régions de l'Est. Et sa troisième option, c'est on attend encore et puis on regarde si les hospitalisations augmentent, mais elle est clairement à rejeter, cette option, puisque là, on va se retrouver dans les situations de saturation des hôpitaux qui ne seront pas tenables. Donc il a choisi l'une de ces trois options, Valérie, le gouvernement. Il a choisi l'option médiane. Ouais. Il a choisi l'option 2, c'est-à-dire une réponse différée et adaptée au surcroît de contamination intervenu en fin d'année. Alors on saura à la fin de cette semaine, donc le 1er janvier, au moment des décisions, s'il y a eu une résurgence épidémique au moment de Noël. On ne saura pas encore ce qui se passe pour le réveillon de fin d'année. Donc le gouvernement essaye, en voile, on dirait, de naviguer au plus près serré. Parce que c'est difficile, vu le temps d'inertie entre le moment où on est contaminé et le moment où on se déclare, où on le ressent, où il y a des symptômes et où, éventuellement, malheureusement, on va à l'hôpital, il y a une période d'inertie. Donc, c'est difficile d'anticiper, puisque c'est le maître mot de cette pandémie. On n'a jamais réussi à anticiper, mais en même temps, comment anticiper quand à un événement s'ajoute une période de latence de 15 jours pour pouvoir décider. Mais William Tay, on a quand même l'impression qu'on découvre que les chiffres vont augmenter avec les fêtes de fin d'année. On le sait depuis des mois que ça va forcément réaugmenter, même si les gens font attention, même si, etc. Donc l'anticipation... C'est facile à dire, hein. Moi, je ne suis pas au gouvernement et j'aimerais pas y être, mais enfin, c'est pas une découverte. Donc là, on est en train de courir, on a l'impression, en tout cas, qu'on est en train de courir derrière en disant mon Dieu, ça va augmenter. Mais on le savait. C'est l'erreur du gouvernement depuis le 11 mai. En fait, dès qu'on a mis en place le déconfinement, on a été en retard partout au niveau du port du masque obligatoire, alors qu'on savait que le port du masque permettait la mise en place de gestes barrières pour limiter la propagation du virus. On a été en retard lors des vacances d'été. Oui. On se retrouve aux mêmes situations que les vacances d'été. On sait qu'il y avoir des personnes qui vont se rassembler dans des lieux privés, donc ça va favoriser la circulation du virus, mais on prend des mesures a posteriori qui vont être de plus en plus dures. C'est pour ça que je pense que cette mesure est pour l'instant la bonne à l'heure actuelle, dans la mesure où c'est une mesure médiane qui permet de limiter la propagation du virus, mais en même temps qui permet éventuellement d'éviter les mesures les plus difficiles. Parce que... Je peux me permettre de donner un bémol. Oui. Il a sans doute été en retard sur beaucoup de choses, le gouvernement, pas au mois de novembre. Parce que contrairement à nos voisins européens, on a intégré ce couvre-feu beaucoup plus vite que nos voisins européens et justement, on s'en sort pas si mal. Je suis d'accord avec vous sur le couvre-feu. Par contre, je pense que là où le gouvernement a fait une erreur, c'est que contrairement, il s'est précipité une seule fois, c'est lorsqu'il a mis en place le confinement. Alors qu'on a montré que le couvre-feu était le plus efficace, je pense qu'on doit garder à terme, pour apporter de la lisibilité, le couvre-feu parce qu'il permet d'éviter au maximum la propagation du virus, tout en laissant aux gens une certaine forme de liberté en journée, d'aller travailler, etc. Mais il y a une autre donnée à intégrer peut-être. Professeur Olivier Bouchot, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes infectiologue et chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Avicenne, c'est à Bobigny. L'autre donnée à intégrer, c'est peut-être cette fameuse nouvelle souche qui fait exploser les chiffres en Grande-Bretagne, par exemple, qui est arrivée en France, qui est manifestement pas plus dangereuse, mais enfin beaucoup plus contagieuse quand même. Ça, il faut l'intégrer aussi. Alors, il faut l'intégrer. Je mettrai un tout petit bémol, un peu de principe, sur le fait que la démonstration absolue, certaine, que ce variant entraîne effectivement une plus forte transmissibilité n'est pas encore complètement acquise. C'est une hypothèse qui est assez vraisemblable, mais qui est souvent présentée comme étant acquise et certaine, alors que ça n'est pas le cas. Si c'était le cas, c'est effectivement quelque chose qu'il faut prendre en compte. Heureusement, comme vous l'avez dit, il semble que cette facilité de transmission ne s'accompagne pas d'une plus grande sévérité. Mais n'oublions pas qu'on est en période hivernale, que c'est un virus qui a une base génétique de virus à transmission saisonnière hivernale, et que pour lui, l'hiver, c'est du gâteau pour se transmettre. Et donc, pour reprendre ce qui a été dit jusqu'à présent, en tout cas ce que j'ai entendu, oui, c'était prévisible et attendu que les fêtes de Noël et de fin d'année en général, facilitant les relations sociales, allaient forcément se payer, entre guillemets, par une augmentation de la circulation du virus, qui était déjà à un niveau relativement élevé avant l'arrivée de ces fêtes de fin d'année. Et professeur Bouchot, l'idée d'avancer le couvre-feu à 18h dans certaines zones versus un reconfinement local qui était appelé de leur vœu par un certain nombre d'élus locaux, vous en pensez quoi, vous? Parce que je vous dis ce qu'on a écrit en bas de l'écran, je ne sais pas si vous êtes devant votre télévision, mais couvre-feu à 18h, autant reconfiner. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Alors, je ne suis pas devant mon écran parce que je suis au travail et je n'ai pas la télévision dans le service.
je pense qu'il n'y a pas une énorme différence finalement entre un reconfinement ou l'instauration d'un couvre-feu. Depuis un certain temps, et les dernières données le confirment, on a quand même la notion assez claire que l'essentiel de la transmission se fait dans les relations du domaine privé, c'est-à-dire familial et amical au sens assez large du terme, et pas tellement dans le réseau professionnel. Et donc, il est assez vraisemblable que l'instauration d'un couvre-feu et d'un couvre-feu assez précoce dans la journée va freiner au maximum ces relations amicales, alors peut-être un petit peu moins familiales, mais au moins amicales. Et pour les relations familiales, ça va les limiter au cercle habituel, ou s'il y a déjà eu une transmission, elle a déjà été faite, si on peut dire ça comme ça. L'important, c'est qu'il n'y ait pas trop de mixage et de personnes nouvelles qui entrent dans le cercle familial, et ça, je pense que c'est important que les Français le comprennent bien pour limiter au maximum la circulation du virus. Oui. Et par rapport à un reconfinement, honnêtement, je ne vois pas une énorme différence si on se réfère au confinement de la deuxième vague, où chacun avait le droit d'aller travailler dans la journée. Donc par rapport à un couvre-feu, ça ne fait pas une énorme différence. Oui. Merci beaucoup. Merci professeur d'avoir été avec nous. On va vous laisser retourner travailler. Oui, l'idée c'est de limiter la bulle sociale. C'est vrai que si quelqu'un est malade dans la famille, qu'on soit en couvre-feu à 18h, à 20h ou pas du tout, ça reviendra au même, docteur. Absolument. Voilà. Qu'en pensent vos collègues? Parce que c'est vrai qu'on pose la question à tous les médecins qui viennent sur ce plateau au sujet de ce couvre-feu. En fait, le problème, c'est que tout le monde n'est pas d'accord. Écoutez. La mesure est beaucoup trop limitée pour avoir un quelconque impact significatif sur la dynamique épidémique. C'est un pari très risqué, très osé, et il faudra que le gouvernement assume toutes les conséquences dans une quinzaine de jours. Donc je ne sais pas si les mesures prises sont suffisantes, en tout cas pour enrayer cette crise sanitaire. C'est une mesurette, c'est vraiment de l'agitation, ça. Je ne pense pas que ça va changer vraiment les choses. Alors le professeur Bouchot, lui, avait l'air plutôt assez satisfait de cette mesure. Je ne vais pas vous demander de compter les points, mais une question. Est-ce que le problème, ce n'est pas le débat entre scientifiques? L'une de vos consoeurs qui était à votre place hier sur le plateau, elle disait « arrêtons de tout contester et faisons bloc ». Voilà, il y a une décision qui est prise, allons-y, on y va et on arrête de contester. Je ne parle pas que pour les médecins, docteur, je parle pour tout le monde. Je crois qu'on fait, après les opinions de chacun, c'est difficile, mais faire bloc sur le fait de confiner versus un couvre-feu, alors qu'on vient de comprendre que c'est pratiquement l'équivalent si c'est bien respecté. Franchement, je crois qu'il faut faire bloc surtout pour l'avenir, et l'avenir, c'est la vaccination. Vraiment, je suis désolée d'insister là-dessus, vous avez raison. Mais c'est vraiment un faux problème, cette histoire de couvre-feu. C'est vraiment là-dessus qu'il faut axer notre attention et notre énergie. On va l'évoquer très longuement, la vaccination, tout à l'heure après 15h, parce qu'effectivement, vous êtes très nombreux à nous dire c'est ça la solution, et beaucoup à trouver que ça ne va pas du tout assez vite. On en reparlera longuement. Je voudrais d'abord qu'on fasse un point sur ces fameuses clauses de revoyure dont on avait beaucoup parlé au mois de décembre. C'était le 7 pour les théâtres et les cinémas, le 20 pour les restaurants et les bars. Alors voilà ce qu'a dit Olivier Véran hier soir. De toute évidence, on ne pourra pas lever la totalité des contraintes. Il y aura peut-être des aménagements. Je pense notamment à un jour travaillé en présentiel pour ceux qui le souhaitent, ou la réouverture de l'accueil d'étudiants par petits groupes pour les étudiants qui sont en fragilité. Pas de retour au cinéma, au musée, pour le reste, au théâtre. Ce n'est pas à moi de me prononcer. Les décisions seront annoncées courant de semaine prochaine, lorsque nous aurons la totalité des informations à date. Bon, Vincent, ça sent pas bon, en tout cas pour le monde de la culture. Non, il va falloir que les restaurateurs aient les nerfs solides, les commerçants aussi, et globalement le monde du commerce et de l'entreprise. Du théâtre, du spectacle, de l'événementiel, etc. Ce sont des gens qui vivent aujourd'hui sous perfusion de l'État. Maintenant, l'État a quand même dit une chose, c'est qu'il allait revoir les conditions d'accès au fonds de solidarité à partir du 1er janvier 2021. Oui, alors ça, donc, ça sera intéressant de voir de quelle manière il accède, comment dirais-je, aux aides pour les entreprises. Enfin, ça va être extrêmement compliqué et il va y avoir de la casse énorme d'ici 2-3 mois. Alors justement, la CPME a lancé un appel au gouvernement au sujet de ce fameux fonds de solidarité. On va l'écouter. On a un discours qui est parfois incohérent, puisqu'on met un terme à une partie du fonds de solidarité au 31-12,
alors qu'on augmente les restrictions économiques. Donc on voit bien qu'on a un vrai discours qui ne correspond pas à la réalité, et alors qu'on a besoin de durée. Il faut le prolonger, et c'est important de le prolonger jusqu'à la fin de 2021, jusqu'au moment où on sera serein. En fait, il faudrait le prolonger jusqu'à la fin des jusqu'à la fin des restrictions et jusqu'à ce que les entreprises puissent tenir le coup. Mais est-ce qu'on l'entend à Bercy, on va ça, voir, ou pas? parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais la répercussion derrière, c'est l'emploi. Le chômage va exploser. Les plans sociaux vont se multiplier. Et donc, on va se retrouver avec un chômage absolument astronomique. On a des chiffres sur les commerces, par exemple, sur ceux qui pourraient fermer dans les mois à venir. 20 à 30% des commerces qui pourraient fermer. Et à mon avis, c'est un minimum. C'est un minimum. On a aussi des chiffres sur la baisse du chiffre d'affaires en 2020, évidemment, dans les commerces notamment. On les voit ici, 20% de baisse du chiffre d'affaires. Oui. C'est vrai que c'est énorme. Oui, mais c'est un minimum encore. Certains ont perdu 60-70% de leur chiffre d'affaires. Et ça, c'est une catastrophe. Comment va être calculé, on en parlait tout à l'heure, comment va être calculé le système d'aide par rapport à 2019, puisque c'était basé sur l'année d'avant. Donc, ça va être compliqué. Le gouvernement va être obligé de mettre en place un nouveau système de calcul des aides, puisqu'il n'y aura pas de repère. Oui, c'est ça, évidemment. Mais on se souvient, on voit bien d'ailleurs, William Tay, que ce fameux « quoi qu'il en coûte » dont on a beaucoup parlé en 2020, on commence à dire du côté du gouvernement que ce n'est pas un puissant fond et qu'il va falloir à un moment ou à un autre quand même ralentir le rythme. Oui, mais le patron de la CPME a raison, en fait. Les mesures d'aide doivent être corrélées à la restriction des libertés. Oui. En fait, on peut pas décorréler les deux, parce que tant qu'on restreint les libertés, les commerçants ne peuvent pas entreprendre normalement, ne peuvent pas ouvrir, ils ne peuvent pas aller travailler régulièrement. C'est pour ça que je pense qu'il faut mettre le moins de restrictions de liberté possible pour laisser les gens travailler, notamment en journée, ouvrir tous les petits commerces qu'on a fermés pendant un moment, y compris le dimanche éventuellement. Il y a une demande pour que les commerces soient ouverts pendant les dimanches de janvier. Voilà. Je pense que les commerces doivent être ouverts, on doit libérer l'activité. Les Français ne vont pas se contaminer dans les commerces. Quand on est tous partis dans des commerces, on a des restrictions de mouvement, dans les petits commerces notamment, on a le droit de rentrer à 2 ou 3 personnes. Il n'y a aucune chance de se faire contaminer dans un petit commerce. C'est complètement absurde. C'est une règle bureaucratique qu'on ne comprend toujours pas, on ne comprend pas l'utilité. Après, là où Bercy a raison, mais trop tôt, c'est qu'au bout d'un moment, il faudra arrêter de socialiser les pertes. À un moment, il faudra arrêter de le faire. Il faudra plutôt envisager comment on fait pour reproduire de nouveau, relancer l'activité pour que les gens puissent travailler sereinement. Mais on ne peut pas le faire tant que le vaccin n'est pas là et tant que les taux de contamination sont aussi élevés, les admissions en hôpital aussi. Le temps du plan de relance. Oui, c'est ça. Parce qu'on a souvent parlé plan de soutien, plan de relance. Le plan de soutien, en fait, il perdure. Il ne s'est pas arrêté du tout. On va lancer le plan de relance quand on sera sorti de la crise, en fait. On ne peut pas lancer le plan de relance avant. Docteur, c'est vrai ce que disait William Tay, dans les commerces, on se contamine pas vraiment? Non. C'est les déplacements? Vraiment pas. Oui, vraiment. Oui, c'est comme dans les restaurants, on est limité à 6 personnes, il y a un protocole sanitaire, on doit être écarté de 1 mètre. Oui, mais à un restaurant, on enlève son masque. On enlève son masque, mais on est à 1 mètre d'écart, c'est comme ici en fait. Ouais. Il n'y a pas de différence. C'est vrai qu'ici, personne ne s'est contaminé sur ce plateau. Non, personne ne s'est jamais contaminé. Sur l'ouverture des dimanches, justement, on a posé la question à ces commerçantes. Écoutez. Je pense que ça va redynamiser notre ville, en tout cas je l'espère, et puis toutes les autres. Donc ça va ramener un peu de monde, ça fera du bien. Ça pourra effectivement être des événements ponctuels chaque dimanche avec peut-être un thème ou autre qui fera quand même du bien à la trésorerie, disons-le. Après, est-ce que les clients vont jouer le jeu ? Alors c'est ça fait du bien à la trésorerie si on ouvre un jour de plus. C'est vrai. Mais vous vous souvenez de cette coiffeuse dont parlait tout à l'heure Maureen Bajac qui disait « Mais moi, si je dois fermer à 18h, en fait, mon après-midi, elle est morte. Donc de toute façon, j'ai perdu la moitié de ma journée. » Non, mais c'est extrêmement difficile. Ces plages horaires, ce couvre-feu anticipé pose un énorme problème à tous ces commerçants. Alors, il y a quand même une question aussi qu'on pourrait se poser, parce qu'on voit ces restrictions qui sont prévues. Donc, on va avancer un couvre-feu à 18h dans les zones où le taux d'incidence est trop important, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une réouverture, par exemple, en Bretagne, des cinémas et des théâtres? A contrario, on prend des décisions difficiles quelque part là où ça va mal, mais là où ça va bien, dans ce cas-là, pourquoi on ne libérerait pas? Ça serait envisageable, ça? Alors, oui, j'imagine que c'est parfaitement envisageable, mais je ne sais pas dans quelle mesure, alors des théâtres, etc., les sorties de cinéma, si vous ne sortez pas sur tant de salles, est-ce que le jeu en vaut la chandelle d'une certaine manière? Je ne sais pas, sans doute. Là, il faudrait avoir des études un peu plus précises. Non, mais même sur des restaurants, est-ce que ce serait, alors faisable, tout est faisable, mais est-ce que ce serait acceptable?
Est-ce que ce serait acceptable de dire, vous les Bretons, vous avez le droit d'aller au resto, en revanche, vous les Mosellans, vous n'avez pas le droit? Je vous rappelle qu'une des passions françaises, c'est l'égalité. Et oui. peut-être parfois l'égalitarisme. Ça me semble difficile de dire les Bretons peuvent aller, les Bretons ou les Charentais ou dans le sud-ouest, on peut aller au restaurant et pas dans l'est. Là, il y a un coût politique. Je ne sais pas, je suis pas sûre que le gouvernement ait envie de le risquer. Je pense que le gouvernement, s'il met en place des mesures localisées de restriction de liberté, il doit mettre en place des mesures d'ouverture. En fait, c'est tout le sens des mesures localisées. Moi, je pense que, notamment les spectacles, on a eu des spectacles en plein air, je parle sous votre contrôle, mais il n'y a pas de contamination en plein air. Même s'il fait un peu froid, on pourrait laisser les spectacles en plein air, même si c'est compliqué avec le temps, mais ça, on pourrait les faire. Je pense que les cinémas, on peut les ouvrir avec des questions de respect de protocoles sanitaires. On avait mis en place pendant plusieurs mois des protocoles sanitaires auxquels ça n'a servi strictement à rien. Je pense que on peut tout ouvrir, les spectacles, les restaurants dans des lieux où il n'y a pas de couvre-feu. Et c'est tout le sens de faire repartir l'économie petit à petit. Et c'est ça, parce qu'il n'y a pas qu'une question d'égalitarisme, mais aussi une question de très, très prosaïquement faire repartir l'économie. Oui, c'est surtout ça. Oui, mais surtout le problème en France, c'est que en fait, le gouvernement, qui était plutôt un gouvernement libéral à ses débuts, a fait primer depuis la crise sanitaire l'égalité sur la liberté. On l'a vu lorsqu'il a refusé notamment une mesure sur la question du confinement des personnes à risque. Oui. Il a refusé de le faire. Il a refusé aussi, pendant un moment, globalement, il a fait une gestion plutôt sociale qu'une gestion efficace et pragmatique. Je pense qu'Emmanuel Macron se trompe. Il a été élu parce qu'il était élu en opposition avec Hollande sur la question de l'efficacité et du pragmatisme plutôt que la question dogmatique socialiste. Et s'il veut se retrouver un espace, il doit retrouver son aspect de liberté et concilier liberté et égalité. Là, on fait primer l'égalité sur la liberté. Je pense que ça coûte très cher aux Français. Pas tellement là, puisque si on refait des mesures locales, on ne fait pas tellement primer l'égalité sur la liberté. Oui, mais c'est comme vous l'avez dit, Valérie Nataf, c'est qu'en même temps, on fait des mesures plus restrictives. Ouais. En fait, mais en même temps, on n'ouvre pas de l'autre côté. Alors que s'il y a des endroits où le taux de reproduction est moins élevé, on peut ouvrir. Et puis les gens se disent, ça offre une perspective aussi pour les autres départements qui sont fermés. C'est-à-dire que c'est une carotte aussi, peut-être. Ouais. Après, ça peut poser des problèmes de flux de flux de population. On se souvient à Marseille, quand les restaurants de Cassis étaient ouverts, les Marseillais allaient dîner à Cassis, c'est humain, évidemment. On verra, on peut poser la question effectivement au gouvernement de ces questions-là. Et puis on peut peut-être aussi envisager d'aller au cinéma en drive-in, vous savez, dans sa voiture. Ça existe aux États-Unis, ça marche très très bien, c'est tout à fait agréable. On va parler du vaccin, docteur, dans une seconde, parce que c'est vrai que c'est la stratégie vaccinale. Alors c'est très curieux, le ministre de la Santé nous dit qu'il se fera vacciner quand ce sera l'heure pour lui. Il a 40 ans, donc c'est pas tout de suite. Sauf que ça fait réagir quand même. Certains se demandent pourquoi il n'y a pas d'exemplarité à ce sujet-là. Un certain nombre de maires ont décidé de demander justement à faire preuve d'exemplarité et à pouvoir se faire vacciner. Et puis d'ailleurs, cette stratégie vaccinale finalement assez lente, elle est totalement assumée par le gouvernement. Je vous vois lever les yeux au ciel. On va en débattre dans une seconde. À tout de suite. Il est quasiment 15h, c'est la troisième partie du Club Le Châtelier. Nous sommes toujours en direct et le ministre de la Santé attendra son tour pour se faire vacciner. Il n'y a pas d'urgence, manifestement. Le gouvernement assume la lenteur de la campagne vaccinale et certains hurlent au contraire à l'urgence. Si 40% des Français sont d'accord pour se faire vacciner, alors vaccinons-les tout de suite. Voilà ce qu'ils disent. Aucune justification à leur demander d'attendre leur tour. On en débat bien évidemment sur ce plateau. Précision, le monsieur vaccin du gouvernement, le professeur Alain Fischer, sera l'invité de David Pujadas ce soir. À 15h30, on parlera des smicards, chouchous du quinquennat. Ce sont nos confrères du Parisien qui se posent la question aujourd'hui parce qu'ils se sont procuré une note de Bercy. Et d'après ces chiffres, le reste à vivre, le pouvoir d'achat de ces smicards a augmenté. On va décortiquer cette info, y apporter la contradiction bien entendu. Et vous verrez que ça n'est pas si simple que ça. Alors on entend tout et son contraire sur cette fameuse campagne de vaccination. Ça ne va pas assez vite, c'est un scandale. Et puis non, je n'irai pas me faire vacciner, j'ai peur. Le gouvernement nous cache des choses. J'exagère, mais c'est quasiment ça. Les critiques sur le rythme de vaccination sont nombreuses, mais le gouvernement assume. Écoutez. Ça prend un peu plus de temps au démarrage. Ce délai, je l'assume, il est même revendiqué. C'est le temps de l'explication, le temps de la pédagogie. Nous recueillons le consentement des personnes avant qu'elles soient vaccinées. Je ne confonds pas vitesse et précipitation. Cet écart que nous pouvons enregistrer aujourd'hui dans le démarrage, où on me dit parfois ça va un peu lentement en France, il est assumé.
Ce qui compte, c'est que d'ici à la fin du mois de janvier, nous aurons rattrapé le décalage vis-à-vis de tout le monde et que l'objectif est le même. Nous protégerons de la même manière l'ensemble des publics vulnérables et nous aurons en plus, je l'espère vraiment, c'est tout mon travail, gagné de la confiance et de l'adhésion à la vaccination. J'assume cette lenteur et je le revendique, Anne-Sophie Châtenay. C'est vrai que c'est vraiment pour le moment petit à petit. Oui, puisque selon le site Covid Tracker, on est pour le moment, alors que la campagne de vaccination a été lancée dimanche, on est à 138 vaccinations en France. Donc le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'a dit hier soir, on va rattraper peu à peu le retard qu'on aurait pu prendre vis-à-vis de nos voisins européens. Mais je vous le rappelle, l'objectif du gouvernement, c'est d'ici fin février d'avoir vacciné 1 million de personnes. Alors, si on regarde les chiffres des vaccinations chez nos voisins européens, où la campagne a à peu près commencé en même temps. En Allemagne, par exemple, ça a été samedi soir, mais on a déjà plus de 40 000 personnes qui ont été vaccinées. Au Portugal, plus de 16 000. Et en Italie, où la vaccination a commencé dimanche également, plus de 8 000 personnes qui ont été vaccinées. Alors, la stratégie de vaccination n'est pas exactement la même d'un pays à l'autre. Par exemple, en Italie, on vaccine déjà tous les personnels de santé, mais on voit bien que le chiffre français est largement inférieur à celui de nos voisins européens. Et à titre de comparaison, au Royaume-Uni, où la campagne de vaccination a débuté début décembre, on est déjà à 800 000 Britanniques qui ont été vaccinés. Merci Anne-Sophie. Docteur, on entend le ministre de la Santé nous dire oui, ça va beaucoup plus lentement, et c'est peu de le dire, mais c'est complètement assumé et c'est même revendiqué parce qu'il faut convaincre d'abord, recueillir les consentements et convaincre tout le monde. Est-ce que ça vous convainc ? Plus la démarche de vaccination est lourde, plus c'est inquiétant. Parce qu'on se demande, mais pourquoi il faut toutes ces procédures? Est-ce que c'est vraiment dangereux? Donc pourquoi je dois signer un consentement? On est d'ailleurs le seul pays au monde où on demande un consentement. C'est un peu hallucinant quand même. Ah oui. On est le seul pays au monde où on vous demande de signer un papier. Je suis d'accord pour me faire vacciner. Oui. Et je ne vous raconte pas la complexité que ça va faire pour les médecins généralistes. J'essaie de vous trouver un petit peu un schéma, comment ça va se passer en médecine de ville, où on est quand même 59 omnipraticiens, 59 000, pardon, omnipraticiens sur le territoire, avec une patientèle pour chaque médecin d'entre 1800 et 2000 patients par médecin. Là-dessus, il faut prendre simplement les patients au-delà de 65 ans, puisque c'est eux qui vont être concernés à partir du mois de février. Donc ça fait à peu près entre 200 et 300 patients de cette catégorie-là pour être vaccinés par le médecin généraliste. Donc ces patients, pour arriver à vacciner 14 millions de Français au-delà de l'âge de 65 ans dans les cabinets des médecins généralistes, il faudra qu'il y en ait 10 par jour. Ah oui, ça veut 10 par jour, avec une consultation préalable. Sachant qu'une consultation, c'est entre 15 et 20 minutes par généraliste. Donc ça va prendre au moins 2 à 3 heures par jour à chaque généraliste pour s'occuper simplement de la vaccination. D'accord ? Et ce n'est pas tout. Parce qu'il faudra faire bien sûr la deuxième dose. Donc pendant environ 2 mois, les médecins généralistes vont consacrer 3 heures par jour environ à la vaccination. Ce que vous nous dites, c'est que plus on attend, plus ça va être compliqué en fait. Il faudrait diluer dans le temps. C'est lourd parce que ce n'est pas fini. Parce que, attendez, après, les médecins généralistes devront aller sur un téléservice obligatoire. Oui. Je dis à nouveau obligatoire, qui va s'appeler Vaccin Covid, sur lequel ils vont devoir reporter la consultation préalable avec éventuellement les contre-indications, les allergies, etc. de chaque patient. Après, une deuxième fois pour indiquer qu'il a été vacciné la première fois. Une troisième fois pour indiquer qu'il a été vacciné la deuxième fois. Et après, ils pourront éditer aux patients ce fameux certificat de vaccination qui sera peut-être utile par la suite, on n'en sait rien. Oui. Voilà. Par exemple, donc, tout ça, c'est très lourd. C'est évidemment très lourd. Et sur le rythme et sur le fait que ça démarre comme un diesel, voire même un gros diesel, écoutez ce qu'en pense le professeur Deray. On nous annonce que 15 millions de Français seront vaccinés d'ici l'été, alors que c'est à peu près le double en Allemagne. C'est un choix politique qui est d'aller un peu plus lentement pour peut-être augmenter la confiance, que nous sommes quasiment les derniers dans le monde en termes de confiance. Néanmoins, j'ai du mal à croire que si des pays voisins du nôtre sont capables de faire 2 fois plus, nous ne serions pas capables. Valérie, aller lentement, ça joue en faveur de la confiance, rien ne le dit. Mais la difficulté, et là on revient à cette histoire de temporalité, le gouvernement a mis au point cette stratégie vaccinale
pour convaincre les récalcitrants. Mais on le sait, dans tout management, plutôt que d'essayer de convaincre ceux qui ne veulent pas être convaincus, il faut d'abord s'adresser à ceux qui sont déjà convaincus, vacciner tous ceux qui sont volontaires pour essayer d'emporter l'adhésion. Donc je trouve que entre cette volonté très louable de donner de la confiance, de rassurer, mais sauf que tout est contre-intuitif. Quand vous faites une visite pré-vaccinale pour ce vaccin alors que vous n'en faites pas pour les autres, évidemment, vous jetez le soupçon sur le vaccin, sur le thème « Ah bon, mais pourquoi est-ce qu'on me demande une visite pré-vaccinale ?» En plus, c'est un vaccin un peu plus compliqué que les autres puisqu'il faut 2 doses. Donc, il faut convaincre les gens de revenir pour la 2e dose. Et tout cela, alors qu'il y a des gens qui piétinent, on en croise tous les jours, qui disent « Non, mais moi, je suis d'accord, hein, je veux bien me faire vacciner le plus vite possible. » Pourquoi ? Parce qu'on sait que la vaccination, on ne le répétera à mon sens jamais assez, c'est la seule solution pour sortir de cette épidémie. S'il y a suffisamment de gens vaccinés, on va reprendre notre vie. Donc il n'y a pas vraiment d'autre choix. Alors, c'est ce que disait ce médecin qui était tout à l'heure sur le plateau d'Éric Brunet, qui le disait avec un tout petit peu plus énervé que vous, mais il est médecin, on peut le comprendre. Écoutez. Je ne peux pas être d'accord avec vous quand vous voulez vous comparer aux autres pays. Le plus dur, c'était d'avoir l'autorisation européenne et l'autorisation française sur la validité de ce vaccin. Nous l'avons. Il faut y aller. Aujourd'hui, vous le disiez tout à l'heure. OK, il y a 60% de sceptiques, mais il y a 40% qui veulent se faire vacciner. Si on vaccine le plus rapidement possible, c'est 40%. On augmentera l'immunité collective et on freinera ce virus. Docteur, est-ce que vous comprenez qu'on nous dise au gouvernement, on va y aller petit à petit, parce qu'il faut d'abord vacciner les EHPAD, et ceux qui le souhaitent évidemment, etc., et qu'on traîne dans le temps comme ça. Votre confrère qui dit, mais attendez, 4 Français sur 10 qui sont prêts à se faire vacciner, mais vaccinons-les, faisons un exemple. Il a raison. Mais je ne comprends pas pourquoi dans les EHPAD, c'est si lent. C'est ça. Quand on pose la question, moi, ma mère étant un EHPAD, j'ai posé la question, alors, est-ce qu'on t'a demandé si tu voulais te faire vacciner ? Non. Bon, d'accord. Donc, je ne comprends pas il y a 7000 EHPAD et 3000 établissements de personnes âgées. Pourquoi déjà pas tous n'ont eu le consentement ou non des personnes et on lance la vaccination massive. Je suis sûre que des médecins généralistes de chaque commune seraient prêts à aller dans les EHPAD pour accélérer les vaccinations des EHPAD, pour qu'on en finisse. Pourquoi ça doit prendre 2 mois de vacciner 1 million de personnes alors qu'après on nous demande de vacciner 14 millions. Alors ce qu'on nous explique, c'est que c'est compliqué de faire venir le vaccin aux résidents des EHPAD alors que dans les cabinets, on se déplace dans le cabinet du médecin. Enfin, bon, Et puis il y a un problème de logistique, il faut quand même le dire. En conservant un vaccin à moins 80 degrés, il ne faut pas gâcher les doses, etc. Donc il y a un problème de logistique quand même. Enfin, nos voisins y arrivent. Nos voisins y arrivent. Donc, oui, mais avec des vaccinodromes. C'est pas le choix qu'on a fait. Avec des vaccinodromes, oui, c'est ça. William Tech, vous comprenez d'un point de vue politique, quand par exemple hier le ministre de la Santé nous dit moi j'attendrai mon tour, je n'ai que 40 ans donc c'est pas mon tour pour le moment. Je vais juste reprendre les derniers arguments. La crise sanitaire en fait a révélé 2 problèmes. 1, le déclassement de la France par rapport aux autres pays, et 2, la folie bureaucratique. Le récit que vous étiez en train d'énoncer est ahurissant. C'est plus une procédure. Enfin, je ne sais pas comment on peut expliquer ça. C'est très long. C'est kafkaïen. C'est très long et donc on est bloqué, comme vous l'avez dit, sur 2 points. 1, sur la question de la logistique, et 2, sur la question de la défiance. Mais là où les médecins ont raison, c'est que 40% des gens veulent se faire vacciner. Et d'autant plus, quand on regarde les détails du sondage, que 75% des plus de 65 ans veulent se faire vacciner. Donc ces gens-là sont déjà favorables, parce qu'en fait, ce sont eux les principaux bénéficiaires de ce vaccin. Vu que ce sont le vaccin, il y a un doute sur la question de la limitation de la transmission du virus. Par contre, il y a une certitude, c'est que ça empêche les effets graves, et donc ça empêche les gens de mourir. Donc les plus de 65 ans, je pense, sont volontaires à se faire vacciner. Il faut les encourager, il faut faciliter les démarches administratives pour faciliter cette vaccination et améliorer la logistique pour les faire vacciner. Ensuite, sur le deuxième point, sur Olivier Véran, je pense qu'en fait, Olivier Véran est partagé entre les critiques auxquelles on lui dirait il a profité d'une dose en premier, ou il ne veut pas se faire vacciner parce qu'il y a une crise sur le vaccin. Moi, je pense que Olivier Véran ne peut pas se faire vacciner en premier parce qu'il est jeune. Par contre, dans le gouvernement, il y a des personnes qui sont à risque. Eux peuvent se porter volontaires pour se faire vacciner. Et on peut se poser la question sur éventuellement la Première Dame, vu qu'elle est qualifiée comme personne à risque. Elle pourrait se faire vacciner pour montrer l'exemple, ce qui pourrait combattre les critiques qu'on porte à Emmanuel Macron en montrant que son épouse se fasse vacciner et montre que le vaccin est sûr. Après, on pourrait aussi entendre ces critiques de « Ah bah oui, mais elle a eu un passe-droit. Parce que c'est pas encore l'heure pour elle. » Elle est qualifiée comme personne à risque. Et mais c'est pas tout à fait l'heure pour elle encore. Oui, mais en France... 67 ans, c'est pas... En France, on reste un pays qui est attaché à la figure du roi, un pays à tendance monarchique. Donc,
On peut comprendre que l'épouse du président de la République se fasse vacciner en premier. Je pense qu'il n'y aura pas de problème dessus. Et de la même chose pour les personnes qualifiées à risque du gouvernement. Mais on est quand même incroyable, c'est-à-dire qu'on râle en ce moment parce que ça ne va pas assez vite et en même temps on ne veut pas se faire vacciner. Oui, c'est la même chose pour les masques, on l'a déjà vécu. Il n'y avait pas de masque, donc tout le monde voulait des masques. Quand on a eu des masques, mais pourquoi faut-il porter le masque? Enfin, bon, on le connaît, les contradictions françaises sont plutôt... Les Gaulois réfractaires. Voilà, sont plutôt génératrices d'une certaine ironie. Là, sur le vaccin, on n'a pas trop envie d'être ironique parce que on a une partie de notre vie qui est morte. Il y a beaucoup de choses qu'on ne fait plus, et puis ça fait quasiment on un ne an, voit plus, et ça fait 1 an. Et la solution, c'est ce vaccin. Et c'est vrai que cette lenteur, que je comprends, parce qu'il faut dire les choses. Si le gouvernement est si lent dans la mise en œuvre de cette stratégie vaccinale, c'est aussi, il gère, je suis désolée, c'est assez désagréable à dire, mais il gère aussi un risque pénal. Ouais. Sur une France qui est aussi défiante par rapport au vaccin, difficile de ne pas mettre des garde-fous tout le temps. Oui, bien sûr. Alors effectivement, nous sommes réfractaires au vaccin, on le sait. Il y a des anti-vax par principe sur tous les vaccins en France, mais il y a surtout beaucoup de gens qui sont extrêmement méfiants. Il y a eu une enquête, Anne-Sophie Châtenay, une enquête mondiale d'ailleurs, pour voir comment les pays se situaient, et il se trouve qu'on est vraiment mauvais élèves. Oui, exactement. C'est un sondage qui a été réalisé le 17 décembre dans 15 pays. Et la question qu'on a posée aux gens, c'est si un vaccin était disponible, est-ce que vous seriez prêt à vous faire vacciner? Le 17 décembre, la perspective du vaccin était déjà connue en France. Et il y a seulement 40% des Français qui disent oui, je me ferai vacciner. À titre de comparaison, les pays qui adhèrent le plus à la vaccination, ce sont les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni. Et dans ces pays-là, plus de 75% dans la même enquête de la population disaient oui, je veux me faire vacciner. Alors, j'ai regardé dans les Français qui ont répondu non, je ne me ferai pas vacciner. On a un détail des raisons avancées pour ne pas se faire vacciner. Dans 51% des cas, les Français qui disent non à la vaccination expliquent que c'est en raison de craintes sur les effets secondaires. 19% d'entre eux, c'est parce qu'ils pensent que le vaccin ne sera pas efficace. 14% parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas un risque assez important de tomber malade. Et puis 10% seulement, entre guillemets, parce qu'ils sont de principe opposés au vaccin. Et à titre de comparaison, dans les pays de l'Union européenne qui ont déjà commencé leur campagne de vaccination comme nous dimanche, l'adhésion au vaccin est beaucoup plus forte, puisqu'en Allemagne, par exemple, dans le même sondage, 65% des Allemands disaient oui, je suis prêt à me faire vacciner. 62% des Espagnols étaient pour également, ainsi que 62% des Italiens. Merci Anne-Sophie. Docteur Millot, dans votre cabinet, ça se passe comment? Parce que c'est vrai, quand on discute, soit avec un chauffeur de taxi, un chauffeur de bus, la caissière au supermarché ou la vendeuse, c'est quasiment la première question. Est-ce que vous allez vous faire vacciner? Moi, j'ai peur. Que vous disent vos patients à vous? Ils ont confiance en vous? J'ai commencé mes petites statistiques. Je me suis fait une fiche chaque jour avec voir selon la tranche d'âge. Je crois que là, ce qu'a mentionné votre consoeur et qui manque vraiment, c'est selon la tranche d'âge. Parce que je crois vraiment que plus les personnes seront âgées, plus elles iront vers le vaccin. On sait que les plus de 75 ans, 70% se vaccinent contre la grippe. Ils n'auront pas de problème à se faire vacciner. Surtout, et là c'est la question qui me renvoie à moi chaque fois, c'est docteur, qu'est-ce que vous pensez? Je ferai ce que vous me direz. Vraiment, les gens vous font confiance et donc il n'y aura vraiment pas de problème pour vacciner les personnes à risque. Et donc dans ce sondage, il faut voir à qui on a posé la question, quel âge ils avaient, etc. Donc comme disait Valérie, vraiment, si on arrive à vacciner la majorité des gens au-delà de 65 ans d'ici le mois de mai, je crois que vraiment on pourra ouvrir la fenêtre. Mais c'était ma deuxième question. Une fois que toutes ces personnes à risque sont vaccinées, je me fais un peu l'avocat du diable, Pardon Valérie, parce que je vais vous mettre en colère, mais quel est l'intérêt pour les autres, qui ne sont pas à risque, qui sont jeunes, qui sont en forme, etc., d'aller se faire vacciner, puisqu'on ne sait pas encore si ça empêche la contamination sur ce vaccin? Donc pour l'instant, on ne peut pas dire formellement qu'il y a un intérêt pour ces personnes-là. Les personnes de 20 ans aujourd'hui, qui font vraiment des formes modérées, franchement, moi aussi, je ne vois pas l'intérêt. Ça veut dire que potentiellement, quand toutes les personnes âgées la majorité auront été vaccinées, la pression sur les hôpitaux, de toute façon, de fait, redescendra. Ça veut dire qu'on peut très bien se dire qu'en avril, la pression retombera et qu'on reprendra une vie normale. Je crois qu'il faut aussi pas oublier les personnes de plus de 50 ans ou les personnes à risque dans la population générale, les personnes avec comorbidité. Donc, une fois que tout cela, y compris les personnes âgées et les personnes de plus de 50 ans et les personnes avec comorbidité de tout âge
âges confondus, une fois qu'on aura vacciné au moins 60-70% de ces personnes-là, là vraiment on pourra avoir une baisse vraiment significative et peut-être aller dans un nouveau sens de revivre, quoi. Donc ça n'a pas de sens d'aller poser la question aux Français de façon globale, en fait. Non, bien sûr que non. Ouais. Et puis, ça nous donne un petit espoir. Et puis il faut dire aussi que les sondeurs disent eux-mêmes qu'il y a un biais dans la plupart des sondages, parce que quand le gouvernement a imposé les 11 vaccins obligatoires pour les enfants, pour pouvoir aller à l'école, au début, ça a été très polémique. Et puis finalement, ça s'est fait et la plupart des parents ont été convaincus. La plupart, je ne dis pas tous, mais la plupart. Donc peut-être, au fur et à mesure de cette campagne de vaccination, la confiance va venir, l'intérêt de se faire vacciner, le fameux couple bénéfice-risque qui va permettre sans doute de convaincre un certain nombre de gens. Alors, pour lutter contre cette méfiance, certains ont pris à bras-le-corps ce qu'ils estiment être leur responsabilité sans sortir de leur rôle. Voilà ce qu'ils disent. Ce sont des élus qui veulent montrer l'exemple. Initiative menée par Carl Olive, le maire de Poissy, que vous portez également, Frédéric Valtou. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes maire de Fontainebleau et vous êtes par ailleurs président de la Fédération hospitalière de France, donc c'est un domaine que vous connaissez bien. Expliquez-nous quel est le sens de cette tribune, de cette démarche. C'est un appel, j'allais dire, républicain à l'exemplarité. Dans un moment où les Français doutent, vous le rappelez, vous donnez les chiffres, vous rappelez cette donnée de fond avec laquelle il faut que notre pays fasse. Et nous nous sommes dit à quelques maires qu'effectivement, sans doute que nous croyons encore à ce que nous disent aussi d'autres enquêtes d'opinion qui nous disent que le maire reste l'élu, si ce n'est préféré, en tout cas le plus proche des Français, celui peut-être dans lequel ils ont le plus confiance, et qu'à partir de là, nous pensons que ça pourrait être une idée, un facteur de confiance supplémentaire dans cette société qui doute, que de montrer que nous, les maires, sans prendre la place de quiconque, bien sûr, eh bien, nous sommes prêts, dès demain si nous pouvons, mais dès que notre tour viendra, à nous faire vacciner et à montrer quelque part l'exemple, parce que nous croyons utile la vaccination, et ça je le dis effectivement, comme vous le rappelez, autant comme maire que comme président de la Fédération des hôpitaux de France. Donc pour bien comprendre, il n'est pas question de demander à se faire vacciner demain, enfin dès que ce sera possible, c'est-à-dire soit on accélère le calendrier, soit quand ce sera votre tour. Vous êtes maire, donc vous êtes au contact de la population, au plus près de la population. Ce que vous sentez, c'est de l'anti-vaccination ou de la méfiance, comme l'évoquait le docteur tout à l'heure ? Je ne sens pas de l'anti-vaccination. Bien sûr, elle s'exprime, elle est présente, mais c'est surtout de l'interrogation, des interrogations qui sont légitimes. Un vaccin qui arrive très vite sur le marché, un vaccin qui est discuté à longueur de plateau, et on en est encore l'exemple. Pas toujours d'ailleurs par des gens qui sont médecins et qui ont un avis éclairé, et tant mieux si, et vous le faites autour de la table, il y a des avis éclairés qui permettent effectivement de donner un avis médical, c'est ça qui compte. Donc il y a beaucoup de questions, et ces questions sont légitimes. On se les pose nous-mêmes, mais on pense qu'en tant que maire, pour montrer l'exemple, on peut demander, comme le disait l'un de vos invités, à Brigitte Macron de montrer elle aussi l'exemple. On peut demander à Emmanuel Macron, même si lui il a déjà été touché par le virus. On peut demander à des ministres, mais aussi on peut demander à des maires. Sur le marché de ma ville, il y a 2 jours, on m'a posé la question, et vous, monsieur le maire, est-ce que vous allez vous faire vacciner ? Est-ce que vous avez confiance ? Comment vous abordez le sujet ? Donc voilà, dans un paysage où les gens cherchent des repères, le maire en est un, pas plus qu'un autre, pas moins qu'un autre, un parmi d'autres, comme son médecin généraliste, comme l'a rappelé votre invité à l'instant. C'est intéressant ce que vous dites, quand vous dites peut-être qu'il faudrait qu'effectivement Madame Macron ou le chef de l'État ou certains ministres se fassent vacciner, parce que justement la semaine dernière, au moment du lancement de la campagne, le gouvernement a fait très attention de ne pas apparaître sur les images. On n'a pas vu d'Olivier Véran dans un EHPAD, on n'a pas vu de ministre aller accueillir les camions qui apportaient les vaccins. L'objectif, c'était de dire qu'il fallait faire passer un message très médical et surtout pas politique. Oui, bien sûr, dans les premiers jours, les premières semaines, il ne s'agit pas que, les élus, les ministres et tous ceux qui incarnent le pouvoir ou une forme de pouvoir se précipitent accompagnés de caméras pour attraper les premiers vaccins et être les premiers à se faire vacciner.
Là, on sait que en plus, on est dans un vaccin qui est particulier, qui est d'une manipulation difficile et que l'on réserve effectivement aux plus fragiles d'entre nous. Mais dans les semaines qui viennent, et je le redis, il ne s'agit pas dans notre démarche d'imaginer prendre la place de qui que ce soit, mais dans les semaines qui viennent, on pourrait tout à fait imaginer, pour renforcer la confiance qui est un élément nécessaire d'adhésion de la population, à ce qu'effectivement il y ait des gens qui montrent l'exemple. Mais ce qu'on fait nous comme maire, il pourrait y avoir d'autres, je vais dire, entre guillemets, leaders d'opinion, j'aime pas trop ce mot-là, en tout cas personnes qui incarnent une forme de confiance aussi, eh bien, qui pourraient aussi peut-être se manifester, et des artistes, je ne sais pas, d'autres personnes qui sont regardées par la population pour pouvoir aussi montrer l'exemple. On est sur la valeur de l'exemple. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Valérie, hors antenne. Effectivement, on ne parle pas que des politiques. Hein. Non, David Guetta, par exemple, a dit que pour le meilleur moyen de revenir à la fête, c'était de se faire vacciner. Si on apprécie ou pas David Guetta, en tout cas, le fait que des personnalités aussi connues s'engagent en faveur de la vaccination, comme des élus, vous avez raison, moi je trouve ça très important. Oui, évidemment. J'ai encore une question pour vous, Frédéric Valletoux, sur ce qu'on évoquait au début de l'émission, juste avant que vous arriviez, sur la lenteur assumée et même revendiquée par le ministre de la Santé. Il a raison d'aller doucement, le gouvernement, pour ne pas crisper, justement, et pour prendre le temps de rassurer les gens? Alors, on est dans un premier temps qui, effectivement, se heurte à au moins deux réalités. La première réalité, c'est ce sentiment de défiance que vous évoquez depuis tout à l'heure, qui est réel et qu'il ne faut sans doute pas vouloir brusquer, et en tous les cas avec lequel il serait fou de ne pas composer. La deuxième réalité, c'est qu'on est sur un vaccin dont, je le redis, les modalités de manipulation sont complexes, puisque il est réfrigéré à moins 80 degrés. Il nécessite effectivement des conditions de manipulation qui font que dans les 5 jours, enfin vous avez répété et vous avez expliqué tout ça depuis plusieurs jours à juste titre. Donc sans doute que lorsque la deuxième génération de vaccins arrivera, le Moderna, qui est plus simple d'utilisation, qui arrivera en plus grande quantité, là, il faudra sans doute accélérer la campagne de vaccination. Et moi, à titre personnel, je pense qu'on n'évitera pas de s'appuyer sur les maires pour leur demander d'ouvrir des gymnases, d'ouvrir des salles des fêtes, d'ouvrir des salles municipales pour organiser, je n'aime pas trop le mot de vaccinodrome, mais en tous les cas, des espaces de vaccination qui permettront des vaccinations d'ampleur, parce que sinon, on ne s'en sortira pas. On l'a fait, nous, les maires, sur le dépistage Covid, et dans ma ville, on l'a encore fait juste avant Noël, pendant 3 jours, dans une des salles municipales. On a eu 2500 personnes qui sont venues se faire dépister. On a tous montré qu'on savait organiser ce type de choses, avec les médecins libéraux, avec les infirmières libérales, avec les hospitaliers. Il faut qu'effectivement, dans les villes, on organise ces centres de vaccination. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Frédéric Valletoux. C'est vrai qu'il va falloir rattraper le retard, William, et il s'est un petit peu avancé, le ministre, hier, sur France 2, quand il dit à la fin du mois de février on aura rattrapé le retard, entre guillemets. Donc il va falloir... Ça paraît compliqué, parce qu'au Royaume-Uni, ils sont déjà à 800 000. Oui. En fait, ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que plus vite on aura vacciné la population, plus vite le pays sortira de la crise, et plus vite on n'aura plus les mesures restrictives de liberté, confinement, couvre-feu, etc. Donc en fait, le vaccin est un moyen de relance économique et de relance de la vie tout court. En fait, c'est un moyen de projection. Après, je suis d'accord avec le maire. En fait, ce qui vont permettre d'adhérer de la confiance sur la question du vaccin, ce sont les acteurs locaux. Ce sont les maires, ce sont les médecins généralistes, ce sont les pharmaciens qui vont convaincre dans une forme de proximité, pourquoi est-ce que le vaccin peut être utile et pouvoir répondre aux questions qui sont légitimes sur la question des effets secondaires, des doutes, etc. Je pense que... On va lancer un appel aux stars aussi, si vous nous regardez. Mettez sur vos réseaux sociaux, dites que vous irez vous faire vacciner, c'est important. Je pense que le gouvernement, par contre, autant sur la question du couvre-feu a été plutôt judicieux, sur la question du vaccination se trompe complètement, parce que la vaccination se fait en 2 étapes. La première étape, c'est vacciner les personnes fragiles. Mais les personnes fragiles, moi j'ai le sondage, 67% des plus de 65 ans veulent se faire vacciner. Donc ces personnes-là, pourquoi est-ce qu'on les empêche de se faire vacciner s'ils souhaitent le faire? Ça y est, la boucle est bouclée, c'est ça. On leur demande de patienter. On leur demande d'attendre. Oui, mais en attendant, ils prennent des risques. Oui, mais donc, on met tellement de démarches que ça restreint. En attendant, ils prennent des risques. 67%, ça veut dire que c'est une couverture vaccinale suffisante pour ces populations-là, pour éviter le risque. Oui, mais je pense qu'en plus, le fait de se faire vacciner, les personnes à risque et les personnes âgées
plus une personne se fait vacciner, si la personne ne ressent pas d'effets secondaires, pourra convaincre les personnes autour d'elle. Ça, c'est sûr. Donc ça facilite. Donc le gouvernement se trompe, il n'a pas à s'adresser aux personnes qui sont plus réfractaires, qui sont plutôt les jeunes. Parce qu'effectivement, l'efficacité du vaccin est questionnable pour les plus jeunes. Par contre, pour les plus âgés, il faut aller plus vite et plus fort. Allez, pour conclure, docteur, puisque c'est fini, si vous avez un mot à... Non, mais la seule chose qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait, pour avoir les vaccins, il faut quand même qu'on puisse les fournir. Et pour l'instant, vraiment, c'est un peu au compte-gouttes qu'on a des vaccins. Donc pour l'instant, il y en a à peu près 1 million, 1,2 million sur le territoire, d'après ce que j'ai compris. Donc quand on parle de vacciner 14 millions de personnes, il faut bien que ces vaccins soient produits et qu'ils arrivent si on a 1 million. Oui, c'est ça. Plusieurs vaccins. Il y aura plusieurs vaccins. Oui, c'est ça. Bon, 1 million de doses pour 138 vaccinés pour le moment, ça va, on a encore un petit peu de marge. Oui. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau, docteur, pour débattre de tout ça. Dans une seconde, on va parler des smicards qui seraient les chouchous du gouvernement. Une note de Bercy est publiée ce matin chez nos confrères du Parisien qui montrerait que tous ces gens qui touchent le SMIC, finalement, même sans augmentation du SMIC, vivent mieux que l'année dernière. A tout de suite. Il est 15h30, c'est l'heure du journal et ça y est, c'est fait. L'accord sur le Brexit a été signé in extremis donc par la présidente de la Commission européenne et le président du Conseil européen. Le document est reparti ensuite à Londres par avion de la Royal Air Force puisque c'est au tour de Boris Johnson de le signer avant demain soir, évidemment. Cet accord entrera en vigueur comme prévu demain soir à minuit. C'est un accord juste et équilibré, voilà ce qu'a dit Charles Michel. Et nous serons, a dit Boris Johnson, un voisin amical, meilleur ami et allié de l'Union. Un couvre-feu avancé donc pour certains départements, c'est ce qu'envisage le gouvernement en concertation avec les élus locaux et les préfets, même si certains ne sont pas tout à fait satisfaits que ce ne soit pas allé plus loin. La décision sera prise vendredi pour application dès samedi. Dans toutes ces zones où le taux d'incidence est trop important, il sera désormais interdit de sortir après 18h, sauf exception qui reste à expliquer. En tout cas, je vous le disais, ce couvre-feu avancé ne fait pas l'unanimité. Écoutez la réaction d'Arnaud Robinet, maire Les Républicains de Reims. Il était avec nous tout à l'heure en direct. J'ai l'impression qu'en France, on aime tout ce qui est compliqué. Il est vrai que la mise en place d'un couvre-feu, qui plus est à 18h, va engendrer quelques difficultés en termes d'organisation, aussi bien pour les collectivités que pour les familles. Quid, je dirais, des personnes qui travaillent, quittent leur travail à 18h, à quel moment vont-elles faire leurs courses alimentaires, la question du périscolaire dans nos écoles, beaucoup de questions du quotidien que je me pose en tant que maire, mais également en tant que citoyen rémois. 100 000 policiers et gendarmes mobilisés pour sécuriser le réveillon de la Saint-Sylvestre et surtout vérifier que les Français respectent le couvre-feu. Alors je vous rappelle que pour demain, ce couvre-feu est toujours à 20h partout en France et la consigne est claire. Ce sera tolérance zéro pour éviter la flambée épidémique. Si vous bravez l'interdit, ça vous coûtera 135 €. Écoutez ce syndicaliste policier. Il ne s'agit pas de mettre un policier derrière chaque porte de pavillon, chaque porte d'appartement, mais si nous assistons à une fête géante avec un cluster géant, s'il y a une réticence, s'il y a un obstacle à ce que nous constations les infractions à l'intérieur du domaine privé, dans ce cas-là, ce serait un avis au procureur de la République qui nous donnerait l'autorisation d'intervenir. Et puis un dernier mot sur la stratégie vaccinale trop lente pour certains, assumée, dit le gouvernement. Les Français, eux, restent majoritairement très réfractaires à ce vaccin. C'est un sondage mondial qui est paru il y a quelques heures. On s'aperçoit qu'on est très mal positionné. On est même complètement champion du monde des pays réfractaires, puisque 4 Français sur 10 seulement sont prêts à se faire vacciner. Profitez pleinement de votre programme avec Shiva, ménage et repassage à domicile. Shiva, on a tous besoin d'attention. C'est la dernière partie du club Le Châtelier et on se pose la question, les smicards sont-ils les chouchous du gouvernement? C'est ainsi en tout cas que nos confrères du Parisien posent la question ce matin. Ils se sont procurés une note de Bercy qui affirme que ça va mieux pour les smicards. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça, mon cher Vincent? Oui, c'est une préoccupation du gouvernement, notamment après la révolte des Gilets jaunes.
comment s'occuper des plus bas salaires et en particulier de ceux qui touchent le SMIC sans pénaliser surtout les entreprises. Alors dans cette note de Bercy, relayée par nos confrères du Parisien, on y découvre que Bercy, grâce aux réformes fiscales et sociales qui ont été mises en place depuis le début du quinquennat, a permis d'accompagner les plus bas salaires et en particulier les smicards et maintenir ainsi leur pouvoir d'achat. Alors pourquoi est-ce que Bercy sort cette note maintenant? Alors c'est pas innocent du tout. La date du 1er janvier est traditionnellement celle de la revalorisation du SMIC. Or cette année, il sera revalorisé de moins d'1%, ce qui portera le salaire minimum à 1 230,61 € et net, l'équivalent de 12 € supplémentaires par mois, ce qui a d'ailleurs fait bondir Philippe Martinez, le patron de la CGT, qui rappelle que les 2 derniers coups de pouce datent de 2006 sous Dominique de Villepin et 2012 sous Jean-Marc Ayrault. Alors réaction dans une seconde de Benjamin Amar pour la CGT qui nous attend en direct. Mais d'abord, dites-nous ce qu'il y a concrètement dans cette note de Bercy, Vincent. Eh bien, on va voir ce schéma. Le cas d'un célibataire, d'un couple et d'un couple avec 2 enfants au SMIC, le gouvernement démontre que si le salaire d'un employé n'a que peu augmenté, en moyenne d'1,2%, son revenu disponible, et c'est ça qui est important, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, lui, il a progressé grâce aux aides de l'État. On le voit sur la dernière ligne de ce tableau, ça va de 1 363 € en plus sur un an pour un célibataire propriétaire de son logement, à 2 734 € pour un couple avec 2 enfants. Conclusion, si les salaires n'ont que peu augmenté, le niveau du revenu disponible est, lui, en augmentation grâce aux réformes fiscales et surtout sociales pilotées par Bercy. Les plus bas salaires ont donc bien été accompagnés par le gouvernement et dans des proportions importantes. Avec notamment cette suppression de taxes d'habitation, par exemple. Il y a eu pas mal de choses. Avant de retrouver Benjamin Amar, saluons Gilles Berset, président du groupe d'experts sur le SMIC. Merci d'être avec nous, Gilles Berset. Bonjour. Alors vous conseillez le gouvernement justement sur ce pilotage du SMIC et vous étiez contre un coup de pouce au SMIC. Vous l'aviez dit à Elisabeth Borne. Pourquoi ? D'abord parce que la revalorisation automatique du SMIC porte un gain de pouvoir d'achat de 1,2%. Vous voyez, le pouvoir d'achat du SMIC, dans la revalorisation du 1er janvier, augmentera de 1,2% en France. Ça, c'est un premier point. Le pouvoir d'achat n'est pas maintenu, il augmente. 12 € par mois. Deuxième point, dans la situation actuelle, la priorité est bien sûr à l'emploi, compte tenu de la crise dans laquelle nous sommes plongés, avec beaucoup de risques pour les entreprises. Troisièmement, la situation des smicards a été très très protégée, heureusement d'ailleurs sur le plan salarial dans la crise, avec les dispositifs liés au chômage partiel, et a été très protégée aussi, voire c'est même fortement améliorée, en 2019, avec la très forte revalorisation de la prime d'activité. Cette forte revalorisation de la prime d'activité a été d'environ 100 € par mois pour un smicard à temps plein. Donc vous voyez que sur les dernières années, les valorisations, les augmentations du pouvoir d'achat des personnes au SMIC ont été relativement consistantes et, le gouvernement a suivi les recommandations qui ont été faites par notre commission. Et puis, dernier point, ce qui est le plus important pour nous et ce qui a inspiré beaucoup nos réflexions, c'est bien sûr la lutte contre la pauvreté et la lutte pour l'emploi. Et puis, bien sûr, c'est aussi le fait que, au-delà du fait d'être SMIC, il y a le fait d'y rester. Beaucoup de salariés demeurent au SMIC, et là, il faut trouver les moyens de permettre aux salariés au SMIC de quitter cette situation de smicard et d'avoir évidemment des perspectives de carrière, des perspectives de salaire différentes de celles du SMIC. Alors, vous restez avec nous parce que je voudrais que vous débattiez avec Benjamin Amar, qui est en direct aussi avec nous pour la CGT. Bonjour à vous, Benjamin Amar. Vous avez entendu ce que dit Gilles Berset. Il dit il ne faut pas augmenter le SMIC. Il n'était pas pour, plus que ce qui est automatique, parce que ça pourrait pénaliser les entreprises et donc l'emploi. Et que l'objectif, ce n'est pas de laisser les gens qui sont au SMIC, de les laisser au SMIC. L'objectif, c'est qu'ils puissent aller plus haut. Est-ce que ça, vous l'entendez ? Écoutez, je suis ravi de réentendre les arguments de M. Sett, puisque je les avais entendus lorsque la CGT avait été auditionnée
sur la revalorisation du SMIC. Et je suis tout autant en désaccord, rien n'a changé. Moi, je suis assez estomaqué d'entendre ce satisfecit à la fois de M. Seth, mais aussi du gouvernement sur la situation actuelle. Il faut se dire les choses. L'augmentation ridicule, c'est la revalorisation automatique. Nous, ce que nous exigions, c'est effectivement un coup de pouce qui aurait de toutes les façons été largement insuffisant, mais qui aurait eu au moins un sens politique, c'est-à-dire une volonté d'aider les smicards. Moi, je vais reciter, comme je l'avais fait à M. Seth lors de cet audit, les paroles d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron disait, en avril ou en mai dernier, lors de ses grandes messes présidentielles, il disait « Nous payons fort mal les métiers d'utilité sociale commune, ce qu'il appelait les deuxièmes lignes. Nous les payons fort mal. » Eh bien, nous, pour une fois, la CGT, elle était d'accord, elle partageait le diagnostic, tout à fait. Et il y a quelques semaines, Emmanuel Macron disait « Nous n'avons jamais été autant solidaires ». Ben là, entre ces deux déclarations, il y a un problème. Il y a les faits. Je ne crois pas à l'amour, moi je crois aux preuves d'amour. Et derrière, quand on dit on paye très mal, eh bien il faut des gestes. Et encore une fois, on peut parler de primes, mais une prime, ça n'est pas une augmentation de salaire. C'est la question que j'allais vous poser, Gilbert Seth. Gilbert Seth, c'est la question que j'allais vous poser. Que le pouvoir d'achat ou le reste à vivre, qui est une expression d'ailleurs assez horrible, soit amélioré par ces mesures sociales notamment, ça ne remplace pas une augmentation de salaire. Quand le salaire augmente, par exemple, les droits à la retraite augmentent. Enfin, c'est pérenne. C'est pas comme une prime, c'est pas tout à fait la même chose. Tout à fait. Mais les salaires sont payés par les entreprises et les augmentations de salaire au niveau du salaire minimum pourraient être préjudiciables, c'est un point sur lequel nous insistons beaucoup, pourraient être préjudiciables aux salariés les moins formés, les moins qualifiés, les plus fragiles. C'est la raison pour laquelle nous avons préconisé sur les dernières années, dans nos derniers rapports, une lutte contre la pauvreté qui soit fortement axée sur la revalorisation d'éléments de revenus comme la prime d'activité. Du côté des retraites, d'ailleurs, je vous fais la remarque que beaucoup de dispositions sont prises pour des retraites minimales, pour les personnes ayant bien sûr contribué un certain nombre d'années, pour des retraites minimales et qui répondent à votre interrogation. Vous voyez, quand on se compare à d'autres pays, et c'est important de se comparer à d'autres pays dans lesquels d'ailleurs, pour certains, les inégalités, la pauvreté sont plus réduites, eh bien ce qu'on constate, c'est que le niveau du salaire minimum y est en général inférieur. En général inférieur. Et ce qui compte avant tout pour nous, c'est vraiment cette lutte efficace contre la pauvreté et pour l'emploi, contre le chômage. Et je rappelle que toutes les simulations que nous avons pu faire nous ont montré que la lutte contre la pauvreté, si c'est bien ça l'objectif, est beaucoup plus efficace par des dispositions comme la prime d'activité que par des hausses de salaire minimum, pour le même coût pour les finances publiques. Alors justement, Gilbert Seth, on entend ce que vous dites. Alors il y a quand même de plus en plus de pauvres, on pourra y revenir d'ailleurs après, on en a souvent fait des émissions. On entend ce que vous dites et ce qui est perturbant, c'est que justement, il y a quelques mois, voici ce que disait Emmanuel Macron, souvenez-vous. Moi, je fais un constat qui est de dire tout le système social. On met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif. La politique sociale, regardez. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui restent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. On doit avoir un truc qui permet aux gens de s'en sortir. Alors, je vais vous faire réagir tout de suite, messieurs. Valérie, d'abord, c'est assez perturbant de revoir cette image-là, ce fameux pognon de dingue qui lui permet aujourd'hui de dire on a amélioré les choses, en fait. Oui, mais enfin, d'abord, je voudrais dire une toute petite chose, ça n'a peut-être pas beaucoup d'importance, mais Monsieur Seth nous disait le gouvernement a suivi les recommandations du groupe d'experts en augmentant cette fameuse, avec les 100 € de la prime d'activité. La vérité veut de dire que ces 100 € en plus sur la prime d'activité, c'était après le mouvement des Gilets jaunes. Et que c'était donc une mesure pour tenter d'éteindre la colère sociale. Donc sans doute était-ce une recommandation du comité d'experts. Mais je crois qu'il faut voir que entre le moment où on a eu une explosion sociale avec les Gilets jaunes, puis avec le mouvement contre le projet de loi sur les retraites, il a fallu... Et puis le Covid a bouleversé toutes les certitudes d'une certaine manière de ce gouvernement, puisque de ce gouvernement libéral qui croyait à l'émancipation par le travail,
on est venu au quoi qu'il en coûte, à l'État-providence, à une dette qui s'envole. Donc on voit bien que les repères ont bougé pour le gouvernement. J'entends que Benjamin Amar trouve que ce n'est pas suffisant, on peut le comprendre, oui. Mais voilà en gros ce qui s'est passé. Benjamin Amar. Mais écoutez, j'entendais plusieurs choses. J'entendais tout à l'heure effectivement Monsieur Seth dire les salaires sont payés par les entreprises. Mais il le sait, puisque nous lui avons dit à la délégation CGT, et nous le répétons souvent lorsque nous sommes en négociation avec le gouvernement, il serait intéressant de réfléchir non plus à des chèques en blanc aux entreprises, mais à des aides qui soient conditionnées à l'emploi, au salaire, à la norme environnementale. Première chose. Deuxièmement, il dit qu'il faut se comparer avec les autres pays européens. Mais chiche, faisons-le. Et d'ailleurs, nous l'avons fait dans nos arguments lors de l'audit de la CGT. Eh bien, écoutez, en Espagne et au Portugal, on a considérablement augmenté le salaire minimum. En Allemagne, on a augmenté le salaire minimum. Et dans les années récentes, 2018, 2019. Donc, en réalité, cette politique d'austérité salariale qui consiste à faire du salaire en permanence l'ennemi de l'emploi, ça ne va pas. Et puis, on peut dire aux gens, mais oui, il faut sortir du SMIC. Mais les gens, ils souhaitent faire cela. Mais enfin, il y a quand même une réalité quotidienne. Vous savez, il y a une enquête de la DRES. La DRES, ce n'est pas la CGT, c'est un outil statistique qui est au service du gouvernement. Et cette enquête de la DRES auprès des Français, en 2019, elle demandait aux Français combien il faut d'argent pour vivre dignement. Vous savez quelle somme évoquaient les Français, qui sont les experts de leur quotidien, puisque les salariés sont les experts de leur quotidien. Ils disaient il nous faut 1 760 €. Voilà. Voilà la réalité. Et donc, on en est très loin. Et quand on connaît effectivement le fait qu'on a 1 million de pauvres supplémentaires sur l'année 2020 du fait du Covid, on comprend bien que cette augmentation ridicule du SMIC, elle n'est vraiment pas à la hauteur. Vincent Perrault, on va quand même préciser que sur les augmentations de salaire, il faut faire une différence peut-être entre les grands groupes qui font des bénéfices et puis des PME qui ont du mal, d'autant plus cette année, qui ont du mal à sortir la tête de l'eau. Et qu'un patron qui n'augmente pas ses salariés, ce n'est pas forcément de gaieté de cœur. Oui, mais il y a une constante. L'augmentation du SMIC entraîne automatiquement une hausse des salaires. Petites, moyennes ou grandes entreprises. Aujourd'hui, on est dans un contexte pour le moins compliqué et particulier. C'est pas le moment d'aller taper sur la tête des entreprises. Sinon, on va se retrouver avec un chômage qui va exploser. C'est vrai que le gouvernement cherche aussi à faire en sorte que les gens consomment, que le pouvoir d'achat puisse repartir. Donc, il aide effectivement les salariés au travers des entreprises de manière à ce que les entreprises ne se retrouvent pas avec des salariés, certes, qui n'ont pas des salaires qui augmentent, on l'a vu, c'est en moyenne 1,2%. Donc c'est pas énorme, ça serait évidemment mieux si on pouvait faire plus. Mais de là à réclamer un SMIC, par exemple, à 1 700 ou 1 800, comme le demande Benjamin Amar, il y a peu de chances que ça puisse produire des effets importants. William Tay. Je pense que c'est un débat d'un autre temps. La France souffre d'un excès de socialisme. Il est quand même fou qu'on parle de revalorisation salariale alors qu'on a perdu 12% de PIB. Il n'y a jamais aucun pays qui a eu une augmentation de salaire en temps de crise. Le seul moyen d'augmenter les salaires, c'est soit la production de richesse, soit l'augmentation du temps de travail. Il n'y a aucun autre moyen. Il n'y a aucun pays désormais qui décide d'augmenter arbitrairement l'augmentation du SMIC comme ça. Ça ne décide pas comme ça, il y a des réalités économiques. Les seuls pays qui ont augmenté les salaires durablement, ce sont les États-Unis, l'Allemagne, parce qu'ils ont atteint le taux d'emploi. Le plein emploi. Pour réussir à faire partir l'économie, il faut atteindre le plein emploi. Et on atteint aujourd'hui la question de l'emploi est plus primordiale que la question salariale parce que les gens se battent non pas. Et en même temps, vous avez 1 million de pauvres supplémentaires, ce que dit Benjamin Amar. Moi, c'est ce que je dis. C'est pour ça que je pense que le pays souffre d'un excès de socialisme. On atteint entre 56 voire 65% de dépenses publiques. On prélève 50% d'impôts. Depuis 40 ans, on augmente les dépenses de façon constante et il y a de plus en plus de pauvres. Emmanuel Macron le formule peut-être très mal, mais il a raison. Les dépenses augmentent constamment. On a de plus en plus de pauvres et de plus en plus de chômage, ça ne marche pas, il faut complètement changer de système. Je pense que la crise va nous servir à montrer la limite d'un système socialiste qui ne fonctionne plus, d'un système bureaucratique qui a atteint ses limites. Je pense qu'il faut en profiter pour changer de système. Emmanuel Macron avait tenu un bon discours du 14 juillet en insistant sur la nécessité de reproduire en France, de refaire partir la productivité, le travail, et c'est là la sortie de crise. C'est pas avec des solutions keynésiennes. Non mais vous imaginez ce que propose Benjamin Amar, c'est des solutions keynésiennes des années 40. Ça ne marche pas. Gilbert Seth, vous êtes d'accord avec ce que dit William Tay ? Oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, avec les deux précédentes interventions. Je voudrais quand même rajouter quelque chose et réagir aux propos de M. Amar. La forte revalorisation du salaire minimum en Espagne
et au Portugal se fait alors même que le salaire minimum est à des niveaux très bas. Il faut comparer quand même les niveaux des salaires minimums dans les différents pays. Vous voyez, on ne peut pas simplement parler d'augmentation. C'est combien en Espagne, par exemple, ou en Allemagne? Et en Allemagne, le groupe sur le salaire minimum a conseillé de décomposer, d'allonger sur 2 années l'augmentation prévue au début de l'année prochaine, ce qui aboutira d'ailleurs à une augmentation peut-être légèrement inférieure à ce qu'on connaîtra en France. Mais on parle de pauvreté. Parlons de pauvreté. Qu'est-ce que nous disent les recherches qui essayent de caractériser les facteurs de pauvreté? Eh bien, les facteurs de pauvreté, ce n'est pas le salaire horaire. Je rappelle que le SMIC est un salaire horaire minimal. Le principal facteur de pauvreté, c'est le nombre d'heures travaillées. Et le nombre d'heures travaillées dans l'année. C'est ça qui fait la pauvreté, le fait que beaucoup de gens ne travaillent pas assez, comme ça vient d'être dit. Et le deuxième facteur de pauvreté, le plus important, c'est évidemment la dimension de la famille. C'est plus difficile de nourrir 5 bouches que d'en nourrir 1 ou 2. Vous voyez, il faut se reporter quand même aux études statistiques qui sont incontestables et qui font consensus. Voilà, quand on parle pauvreté, il faut savoir quels sont les facteurs de pauvreté. Alors, juste un dernier mot. C'est l'emploi, c'est le travail, ouais. Et c'est bien sûr la dimension de la famille, et pour ça, les politiques familiales ont leur importance. Juste un dernier mot, Benjamin Hamar, parce qu'on a commencé cette émission en disant que les smicards étaient les chouchous d'Emmanuel Macron. C'est évidemment une question qui est volontairement un peu piquante, mais on s'aperçoit, ce que nous démontrait tout à l'heure Vincent Perrault, qu'effectivement, le pouvoir d'achat, le reste à vivre, encore une fois, sur cette expression, était plus important, autour de 200 et quelques euros pour un célibataire, me semble-t-il, si je reprends vos chiffres. Voilà, 213 euros. Vous pouvez vous en satisfaire. Alors évidemment, c'est pas assez, mais enfin, vous le saluez quand même? Non, en aucun cas, il n'y a rien à saluer. Et en réalité, quand j'entends, on entend des choses sidérantes. Quand j'entends M. Tay expliquer qu'on est dans un système socialiste, alors que vous le répétez vous-même, il y a 1 million de pauvres supplémentaires, que voulez-vous que je vous dise? Et il me dit qu'on reprend des solutions keynésiennes qui ont 40 ans, alors que lui se réfère à des politiques libérales qui ont 150 ans. Quant à ce que vient de dire M. Seth, eh bien écoutez, je suis désolé, il nous l'avait déjà resservi lors de l'audit, donc je vais le répéter moi aussi. L'augmentation du SMIC en Allemagne, décrétée en 2019, elle est de 8%. On est très très au-delà de ce que lui préconise. Donc écoutez, la question qui se pose, c'est la question de la répartition de la richesse en France. Pendant que nous parlons, pendant cette crise du Covid, les dividendes continuaient à être versés massivement. Et par contre, on a 1 million de pauvres supplémentaires. Si on se refuse à se poser la question de la redistribution de la richesse, il ne faudra pas s'étonner d'ici quelques mois, la colère sociale explose à nouveau. Peut-être que cette crise, comme le disait William Tay, aura au moins le mérite de remettre tout à plat une fois qu'on en sera sorti. Emmanuel Macron, d'ailleurs, l'appelait de ses voeux il y a quelques mois. Je suis désolée, le temps file. Je suis obligée de vous laisser, messieurs et ma chère Valérie. Merci infiniment, en tout cas, d'avoir accepté de débattre dans cette émission. C'était tout à fait intéressant. Dans une seconde, on va continuer à parler d'économie, puisque vous avez rendez-vous avec Pascal Perry. Je vous souhaite une bonne après-midi et vous dis à demain avec plaisir.